Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh ben, salut à tous. Bienvenue pour ce nouveau podcast des couloirs du catch. Salut Messaya, comment tu vas? Bah, ça va très bien, à part les galères de voiture. Ouais, ça va. Pour ceux qui ont vu sur YouTube, on devait faire un live ce soir, mais Messaya a eu un petit souci de voiture, malheureusement. Ouais, c'était mercredi dernier. Oui, enfin le soir de l'enregistrement. Voilà, c'est ça. Et on a eu un petit souci de voiture, mais vous inquiétez pas, le live des 600 abonnés, il est toujours dans les tuyaux, ça va arriver. Je vous remercie pour la vidéo sur China qui a eu un très bon accueil. Je compte sur vous pour continuer à la faire vivre, même encore aujourd'hui, parce que c'est une émission que j'ai vraiment adoré faire avec toi. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. C'était une émission un petit peu courte, ça fait du bien de temps en temps de faire 1h30, 1h45, et surtout d'avoir pu réhabiliter China. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais, la Gotha. Ouais, la GOAT. La première qu'on devait parler pour pouvoir faire ensuite d'autres catcheuses. Oui. Fallait commencer par elle. Il fallait passer par elle. Les amis, Messaya fait toujours ses lives gaming. Oui. T'es sur Metal Gear Solid. C'est ça. Enfin là, normalement, à l'heure où les gens écoutent, si peut-être t'auras fini. Je pense que j'aurais fini le 1, ouais, bah, oui, parce que on parle du futur et du passé, oui, je pense que j'aurais fini le 1, et peut-être on aura déjà attaqué le 2, ou un autre live, normalement, la semaine dernière, je vous ai gâté niveau live. Ouais, mais de toute façon, je vais tous les rediffuser pour ceux qui n'ont pas encore eu tous les lives. Ça arrive, j'oublie pas, c'est juste, il faut que je prenne le temps. Aujourd'hui, parce que l'intro, les amis, donc aujourd'hui pour cette émission sur Sheamus, le Celtic Warrior. Le Celtic Warrior. C'est un catcheur ça nous intéressait de parler déjà parce que ça nous permet de parler d'un catcheur un petit peu vraiment de la génération NT1, clairement. Oui, clairement, ouais. Ça change un petit peu quand on retourne un peu plus dans les couloirs du catch. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire. Là, on va beaucoup moins loin dans les couloirs. Ouais, ça fait plaisir. Et puis aussi, c'est un catcheur qui est marquant malgré tout, même si sa carrière elle est un peu bizarre, on va y revenir. Elle est très bizarre. Je pense que beaucoup s'en rendent pas compte parce que maintenant c'est quand même un visage assez marquant. Et maintenant il a bien des fans et tout ça. Oui, puis maintenant il commence à atteindre le statut d'ancien. D'ancien, c'est ça. Et vous allez voir qu'en fait sa carrière, ça fait partie des mecs qui ont une carrière un peu bizarre, quoi. Bah moi je trouve que c'est l'une des carrières les plus étranges par rapport à ce qu'il y a eu au début et ensuite. Ouais. Bah c'est même encore pire que ça, c'est vraiment des montagnes russes un peu bizarres, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression qu'en fait les montagnes russes, elles ont vite monté, elles ont vite descendu, et même après quand elles sont remontées par la suite, elles ont jamais atteint le niveau de la première montée. Ah non, ouais, ça a jamais atteint le niveau des tout débuts. Voilà. Donc on va vite se lancer tranquillement sur le début. N'oubliez pas les amis, comme d'habitude, un j'aime, un commentaire, la cloche pour ceux qui l'ont pas fait. Et un Eti Boost. Un Eti Boost aussi parce que c'est très important, parce que ça nous permet toujours de faire grandir la chaîne. Et on le reprécise, parce que c'est vrai qu'on l'explique pas, vous ne pouvez Neti Booster que sur téléphone. Donc du coup, les personnes qui nous regardent que sur leur PC, par exemple, allumer l'appli YouTube sur votre smartphone et appuyer sur le petit bouton. Voilà. Et puis pour l'abonnement, ça coûte rien du tout. Ça permet d'être prévenu quand, par exemple, Messaya fait un live impromptu. Quand par exemple j'oublie de mettre l'accroche sur YouTube, quand j'oublie de faire un post. Maintenant je m'en occupe. Et surtout voilà, Messaya il continue à faire des lives. Moi j'ai d'autres petits projets aussi sur la chaîne que j'oublie pas. Il y a pas de souci, vous inquiétez pas les amis. On est toujours parti pour vous donner plein de contenu. Et si vous voulez, rejoignez le Discord. Voilà, je vais le mettre dans le commentaire et aussi le Discord. Il est toujours là quand tu fais des lives. Toujours, oui. Parce qu'il y a toujours notre bon ami Manolo qui est là pour remettre le lien du Discord. Ça, le prince de la modération, le man. Et envoyer Clément dans le royaume des ombres systématiquement. Voilà. Et ben cette intro, j'allais dire n'a que trop duré, mais pas tant que ça finalement. Et je te propose qu'on commence tout de suite avec la jeunesse de Sheamus. Stephen Farrelly. Voilà, né le 28 janvier 1978. Il a 48 ans, il est plus si jeune entre guillemets. Ah bah moi je pensais qu'il était un peu plus jeune. Ah non, moi je savais qu'il se rapprochait de la cinquantaine. Ah ouais, même bien tassé. Bah j'en parlerai, je pense, fan vidéo, mais c'est un influenceur sur YouTube aussi. Notamment de sport. Oui, de musculation, et j'en parlerai un petit peu après parce que j'aime beaucoup cette chaîne. Oui, et avec grand plaisir. Il est né à Dublin, en Irlande. Ah bon. C'est incroyable quand même. Ah ouais. Tu penses à Roddy Piper, qui était autant écossais que moi. Il grandit dans le quartier de Cabra, au nord de Dublin. Je ne connais pas du tout la géographie de Dublin, donc ceux qui connaissent par contre, je sais que l'Irlande c'est magnifique, mais je ne connais pas. Il est issu d'une famille irlandaise traditionnelle et très catholique. Je ne sais pas si lui il a suivi le côté catholique de la famille, mais en tout cas sa famille elle est vraiment très catho. Il fréquente, alors là vous m'excuserez s'il y a des fans dits irlandais, mais je suis désolé, son école c'est le Collèiste Muir.
M-H-U-I-R-E. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je l'ai là, donc je dirais Kolaist. Voilà. Ça, c'est un niveau de Bloodborne. Hein. Ouais, c'est non, mais clairement, ça, c'est un méchant qu'aurait pu créer Lovecraft, hein, le nom. C'est un très bon élève et très appliqué dans le sport, sans déconner. Et c'est une tête. Alors là, j'allais le dire, très bon élève. Hein. Il est bon élève, appliqué dans le sport. À l'adolescence, il est déjà grand et athlétique. Il dépassera les 1m90 à l'âge adulte. Si vous voulez, on peut déjà donner ses mensurations au prime. C'est 1m91 pour 120 kg de muscles. Ah oui, parce que lui, pour le coup... Voilà. J'ai vu que avant le catch, Sheamus est un grand passionné de musique. Il joue de la guitare, il a chanté dans une chorale. Il a même participé à des concerts et à des comédies musicales locales. Ok. Bon, là, voilà. Il a déjà raconté qu'il aimait beaucoup la musique traditionnelle irlandaise et le rock. En soi, quand t'es irlandais, c'est normal. C'est cohérent. Avant le catch, il a fait du rugby gaélique. C'est un sport... C'est un dérivé du rugby, du coup. Un dérivé... si c'est le sport que je porte, si c'est le rugby gaélique ou le football gaélique, je sais pas, le football gaélique, j'ai déjà vu, c'est assez... Stiff. Ouais. Ouais, déjà, faut... Je sais pas si c'est le même sport, encore une fois, mais dans le foot gaélique, il y a un gardien. Il faut vraiment être tapé pour être gardien. Ah oui. Ah ouais, non, les mecs de la CZW à côté, c'est des amateurs. Il faut vraiment être cinglé pour être gardien dans le foot gaélique parce que tu te prends des pralines à, voilà. La musculation et les entraînements de force et activités sportives scolaires, son gabarit et sa puissance physique se développent surtout à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte. Pour vous donner une idée, ce serait le genre de mec qui aurait été refusé de tous les centres de formation à l'adolescence dans le foot parce qu'il était trop petit. Et puis, boum, à un moment. Ouais, ça a poussé d'un coup, ouais. Ça a poussé, mais un peu plus tard. Avant de devenir catcheur professionnel, il a exercé plusieurs métiers. Videur de boîte de nuit, technicien en informatique et agent de sécurité, comme Shaina par exemple. Oui. Et j'ai les noms. J'ai des noms de quelques personnes, c'est ce que tu veux dire? J'allais dire. Vas-y. Non, moi j'allais dire, moi j'ai U2. Oui, c'est ça. Il a servi de bodyguard pour Bono et Larry Mullen Jr. du groupe U2. Ce qui est assez rigolo. Et aussi pour l'actrice Denise Van Houten. Je connais pas. Je connais pas non plus. Mais je pense que je connais pas, mais comme il y a des grands fervents de cinéma, s'ils connaissent, qu'ils n'hésitent pas à nous le dire dans les commentaires. Attends, je l'ai là, Denise Van Houten. Bah, du coup, ne dis pas le commentaire, t'es en train de regarder? Non, je suis en train de regarder. Bon, c'est, je connais pas trop. Mais bon. Oui, c'est pas dans notre truc. C'est en Angleterre, une actrice, chanteuse et présentatrice anglaise. Ok. Et pour revenir sur le coup, c'est une tête, parce que tu as dit, oui, il a fait des boulots de technicien informatique. Il a été bien diplômé de la du National College Ireland. Et oui, il a un diplôme pour être technicien info, quoi. C'est vers 2002, quand il arrive à environ ses 24 ans, qu'il décide de se former au catch. Il rejoint une école de catch en Irlande et ça marque ses débuts de sa carrière de catcheur. Et ça lui donne envie il est inspiré par Bret Hart. Moi j'ai noté. Ok. C'est l'un des catcheurs qui l'a le plus marqué quand il était jeune et qui lui a donné envie de se lancer dans le catch, c'est Bret Hart. Eh ben, oui. De toute façon, l'influence de Bret Hart en Europe, on en a déjà beaucoup. Oui, où c'était l'une des plus grosses stars en Europe. Exactement. Et du coup, comme tu dis, il commence en 2002, il va être entraîné par Larry Sharp. C'est le nom de son entraîneur. Moi, je ne connaissais pas, mais c'est un nom, dans mes news, c'est quand même un nom marquant du circuit anglais, quoi. D'accord, ok, ok. Voilà, c'est ça. Et le nom de son école, c'est la Monster Factory. La fabrique de monstres. La fabrique de monstres. C'est cool, quand même. Ouais, c'est cool. À côté de d'autres catcheurs qui vont être réputés plus tard. Pas encore ceux que tu crois, mais d'autres qui vont tourner sur ce. Ah non, je crois personne, moi. Non, sérieusement, j'avais pas de nom en tête. Ah oui, ok. J'avais pas spécialement de nom. Ok. Et 6 semaines après son début d'entraînement, il fait déjà son premier match de catch en tant que babyface face. Alors j'étais obligé de le noter juste pour le nom de l'adversaire parce que ça me fait beaucoup rire. Il affronte Robert Pigeon. Je pense que quand tu choisis un nom de catch, je pense pas que c'est ça que tu choisiras en premier. J'espère qu'il a gagné. Parce que il le bat. Parce que si tu perds contre Robert Pigeon. Et j'ai une anecdote incroyable justement. Donc du coup son nom, il l'a déjà. C'est Sheamus O'Shaughnessy. Ouais. Il l'aura dans les débuts à la WWE. Avec le O'Shaughnessy. Et ça va vite couper en Sheamus. C'était à l'époque où la WWE commençait à couper tous les noms qui suivaient. Ouais, c'est ça. Le nom est très long, en vrai. Mais moi, je pense que je le prononce même pas bien. Pour te dire. Puis vu comment ça s'écrit, je suis pas sûr que le mec qui fait tu sais, à l'entrée du catcheur, quand ils mettent le nom, je suis pas sûr que le mec se trompe pas dans le nom. Mais par contre, ça a gardé le O. Parce qu'il a toujours eu sur son slip le O avec le serpent qui se monte la queue, là.
Et je trouve que c'est bien qu'il ait gardé ce petit détail. Ouais, ça fait très irlandais, hein, le O. Hein. Oui, bah oui. O'Reilly, tous ces noms un petit peu, c'est très C'est irlandais. Mac ou O. Ouais, c'est très irlandais. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que ça va directement lancer un début de gimmick, parce qu'en fait, il va battre son adversaire en le tapant dans le bas-ventre. Donc proche du zizi. Hein. Proche du zgeg. Proche du zgeg. Et il va gagner le surnom de Irish Curse. Donc Irish Curse, ce qui est rigolo, c'est qu'il va l'avoir en nom de prise plus tard, le Irish Curse Backbreaker, Irish Curse multiple prises. Mais j'ai appris en prenant mes notes qu'en fait c'est une référence très irlandaise. En fait c'est un mot vulgaire, en fait on va dire plus pas vulgaire. Argot. C'est de l'argot, ça vient d'un mot, d'une dénotation irlandaise d'argot, en fait qui veut dire qu'un homme est incapable de performer sexuellement après avoir bu beaucoup de whisky. De whisky même. D'accord, ok. Donc du coup c'est rigolo qu'on l'appelle comme ça. Et enfin, sauf que il peut pas se lancer trop dans cette idée-là tout de suite parce que dès le début. Dans cette idée de catcheur, tu parles. Ouais, dans son idée de catcheur, parce que dès le début, il va se blesser sérieusement à la nuque. Dès le début de sa carrière. Et ça va le suivre pas mal de se blesser. Moi, Sheamus, on peut déjà le dire tout de suite. Moi, c'est un catcheur que j'ai l'impression qu'il a été énormément blessé tout au long de sa carrière. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, notre image de lui, elle est biaisée. C'est parce qu'il y a beaucoup de temps où, en fait, il est pas là. Oui, il est pas là, ouais. Parce qu'il est blessure et parce que... Et en fait, là, il botche un hip toss. Donc, vous voyez ce que c'est un hip toss, un surpassement par le bras. Et en fait, il tombe direct sur la nuque. Donc, du coup, il se pète la nuque. Et il va devoir mettre la carrière de catch pendant 2 ans de côté, le temps de s'en remettre. C'est peut-être dans ces eaux-là qu'il a fait un petit peu qu'il a repris les travaux, le travail d'ingénieur informaticien, des trucs comme ça. Je pense, ouais, parce que là, peut-être, il pouvait plus faire de physicalité, ça a peut-être dû l'aider. Et, justement, pour quelqu'un qui s'est blessé très tôt à la nuque et qui a été souvent blessé, il revient toujours. Et on en parlera quand on parlera de sa chaîne de musculation, parce que c'est quelqu'un qui prend le sport extrêmement au sérieux. De toute façon, c'est leur vie, pour ces mecs-là. Ouais. Non, mais lui, il fait partie des mecs vraiment... De toute façon, c'était un... Je pense que c'est aussi, parce que ça, on peut le dire tout de suite, c'est un prospect de Triple H, lui, pour le coup. Oui. Et je pense que Triple H, justement, il aimait bien, Triple H qui est un grand fan de musculation, je pense qu'aussi il se retrouvait un peu et surtout carrément dans son physique, clairement, parce qu'il a un physique très Triple H, je dirais. Oui. Voilà. En un peu plus pâle. Ah, mais beaucoup plus pâle. Parce que pour le coup, lui... On aurait quelques anecdotes sur sa peau. Oui, parce que oui, ça tu pourras le dire. Ouais. Donc après avoir justement pendant le temps, il peut pas catcher. Vous m'excuserez les amis si vous entendez un peu le bruit de ma chaise, mais c'est vrai qu'on est moins habitué à tourner chez moi. Je suis pas habitué. Je suis désolé s'il y a des petits bruits de fond. Malheureusement, ça résonne un peu plus que quand on est chez toi. Excuse-moi pour t'avoir coupé. Ouais. Donc du coup notre bon Sheamus, en fait, c'est pendant ces 2 ans de pause, il va travailler à mort son personnage de catcheur, mais littéralement à mort. Donc du coup, forcément, il va s'inspirer de la mythologie celte, logique. Et il va essayer de prendre au maximum les stéréotypes liés à ça. Donc du coup... les stéroïdes type les stéréotypes. Pardon, stéréotypes. Non, c'était une boutade. Je pense que lui, il n'est pas stéroïdé pour le coup. Ou peut-être il en a pris, mais très peu, je pense. Parce que son corps, quand tu regardes, il n'est pas veineux et tout, il est très musclé, mais pour moi, je dis peut-être des bêtises, peut-être on me dira dans les commentaires qu'il a été stéroïdé, mais moi j'ai pas l'impression. Donc du coup, il va prendre plein de stéréotypes liés à la mythologie celte et aux Irlandais de base. Donc du coup, les Lucky Charms, comme on appelle, les porte-chances. Oui. Donc les médaillons, les croix, les machins, tout ça, il va toujours en avoir autour de son cou. Mais il me semble que moi ça me fait penser à une marque de céréales, je crois, où c'est justement le symbole le symbole là, le Lucky Charm. Ouais, ça me parle vraiment. Voilà, des léprechauns. Ouais, le léprechaun, voilà, c'est ça. Et il va beaucoup jouer sur l'alcoolisme, justement, parce que les Irlandais sont très alcooliques. Un petit peu, oui. Voilà, c'est ça. Les céréales Lucky Charms. Voilà. Et il va beaucoup aimer utiliser l'image d'un guerrier mythique irlandais qui s'appelle le Fiann. Je connais pas, mais Fiann, je sais pas comment ça se prononce, mais vous me direz pour ceux qui connaissent un peu. Et il va tenter. Il va prendre des cours justement de mythologie irlandaise pour savoir parler un petit peu la vraie parole irlandaise avant que ça devienne l'anglais classique, quoi.
Ouais, il y a quand même une. C'est pas que de l'anglais irlandais, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu comme les patois un peu chez nous. En fait, c'est ça. Il va se mettre vraiment dans la langue irlandaise pour avoir certains trucs, pour vraiment donner l'image à sa gimmick au plus profond possible. Et c'est à ce moment-là où il va combiner, pour donner son logo, qui va combiner la Celtic Cross et la Celtic Sword. Ça donne vraiment la croix, bien sûr. Voilà. Donc du coup, en 2004, il va reprendre le catch. Moi, j'ai en mai. Ouais, c'est en mai qu'il reprend. Voilà, et il va aller dans une nouvelle fédération en Irlande qui s'appelle l'Irish Whip Wrestling. Est-ce que ça te parle? Ça me parle quand je m'étais documenté sur le passé de Sheamus, Drew McIntyre. Drew McIntyre, on peut en parler un petit, on va en parler un petit peu. Ouais, bah oui, bien sûr. Non, mais là, parce que moi j'ai un truc avec par rapport à lui. Ah bah oui. Bah je vais pas dire un peu les adversaires qu'il fait, mais il commence et on veut le pousser assez vite parce que comme il a un physique de ouf et qu'il a vraiment une gueule atypique avec sa peau blanche. Moi, je pense que ce qu'on peut dire par rapport à tout ça, et pour aller un peu plus vite par rapport à sa jeunesse en Irlande, c'est que en 2005, il participe à un tournoi pour désigner le premier champion poids lourd de cette fédération. Exactement. Et c'est lui qui le gagne. Oui. En éliminant successivement Red Vinny, Vidvein et Darren Burrage. Je ne sais pas qui sont ces mecs. Oui, mais avant même ce fameux tournoi Rumble machin qui lui permet de devenir champion, il va quand même faire équipe avec Raven. Okay, ça m'a surpris. Ça, c'est cool. Je pense pas que, à mon avis, le passage de Raven un peu partout dans le catch, donc c'est quand même cool. Et moi, j'ai que il perd le titre, ce titre-là, face à D'Lo Brown. Ouais, c'est ça, face à un autre nom connu, D'Lo Brown. Et c'est cool, ouais, c'est hyper cool, hein. C'est qu'il affronte quand même des mecs quand même connus dans le circuit US, quoi. Et il le récupérera un peu plus tard, je sais pas si c'est face à lui, mais il récupérera ce titre. Donc pour l'Irish Whip Wrestling, vous m'excuserez de la prononciation, c'est quand même l'un des premiers, c'est le premier champion marquant, et même un champion qui revient plusieurs fois dans les 2 ans. C'est ça. Et on va faire assez vite avant qu'il commence une feud très importante face à Drew Galloway. Il perd d'ailleurs ce titre. Il va quand même encore affronter un catcheur très connu, la personne de Vampiro. Ah oui. Il défend son titre face à Vampiro. Donc vraiment, il a quand même dans son début de carrière pas des méga stars US, mais quand même des gros noms de mecs qu'on tournait un peu partout. Ouais, et puis mine de rien, on a une époque où tous ces mecs-là, on est post-WCW, pour et ECW, voilà. C'est quand même des gros noms du catch. D'Lo Brown, bon, moi je connais pas vraiment la carrière de D'Lo Brown, mais je sais que c'est un nom quand même. C'est un nom quand même. C'est WWE très bon quart d'heure. Voilà, il y a quand même des visages par contre de la TNA. Voilà, non mais voilà, c'est quand même des mecs, c'est pas entre guillemets n'importe qui. Donc ouais, c'est cool. Et moi je vois qu'il perd ce titre face à Drew Galloway dans une rivalité qui va les suivre un petit peu. Qui vont les suivre très longtemps même. Voilà, c'était façon de parler. Qui va aussi catcher en Angleterre à la All-Star Wrestling. Je ne connais pas cette fédération. La All-Star Wrestling, c'est une fédération qui est un peu partout en Europe, pas spécialement qu'en Angleterre. En fait. D'accord, ok. Ils font des shows un peu partout. Ok. Donc on va pas tout retracer parce que sinon ça va durer 4 heures et je pense que le plus important c'est sa carrière WWE. Non mais c'était intéressant de parler quand même que malgré tout, dès le début de sa carrière, ça a tout de suite été un mec à qui on a mis face à des noms. Voilà, même s'il débutait à peine, même après son retour de blessure, on n'a pas eu peur de le lancer très rapidement face à des gros noms. Et c'est rigolo parce que c'est ce qui va se passer à la WWE. Où on va très rapidement, plus tard, le lancer face à tout de suite. Et le seul truc que je voulais dire par rapport à la All-Star Wrestling, donc c'est Brian Dixon qui la tient en Angleterre. Donc c'est un nom connu du circuit anglais aussi. Et en fait, ça va lui permettre de catcher face à des vétérans et des grands catcheurs anglais. Ok. Tout en continuant sa rivalité avec Drew Galloway. Où c'est là où ils vont commencer à être amis, évidemment. Oui, bien sûr. De toute façon, ils sont potes, je pense. Ils sont vraiment potes et donc du coup, ils se sont bien tirés l'amour et c'était vraiment les 2 jeunes gros prospects de l'Angleterre, en fait. Et il va pouvoir catcher face au vétéran Ruby Brookside. Il y a sa fille qui catch, qui a même catché à NXT UK, et lui, il a même été manager général, je crois, de NXT UK. Donc c'est un énorme nom qui a catché pour la World of Sport. Ouais. Donc c'est des descendants de Billy Robinson et tout ça, on en parlera quand on parlera du catch anglais dans nos histoires du catch. Je suis pressé de faire ça parce que le catch anglais et le catch européen, ça m'intéresse énormément. Ouais, bah je vais pouvoir t'apprendre pas mal de trucs. C'est le catch anglais principalement en Europe. Il y a eu en Allemagne aussi. Ouais, en Allemagne, mais justement, c'est que le catch anglais était à part du catch de l'Europe. Ah, ok, très intéressant. C'est ça qui était intéressant. On se garde ça pour Et il va pouvoir catcher face à quand même 2 noms assez connus. L'un, c'est Nigel McGuinness, qui est actuellement qui s'appelle le commentateur d'AEW, qui a été longtemps le commentateur de NXT UK, qui est l'un des gros visages de la première Ring of Honor,
l'un des plus grands rivaux de Bryan Danielson. Donc ça, je remets juste dans le contexte, ça c'est quand il était encore en Europe. On est Oui, d'accord, là on est toujours, là c'est durant la All-Star Wrestling. Ah ok, d'accord, Voilà. ok, super. Et Doug Williams. Voilà, donc aussi un gros nom qui a fait une carrière TNA et tout ça, donc c'est quand même des... Donc mine de rien, le mec, pour quelqu'un qui a commencé en 2002, là on est en 2006-2007. Voilà, en 4 ans. En 4-5 ans, sachant que tu prends qu'il y a 2 ans de blessure, c'est quand même impressionnant. Hein. Ah ouais, il a vraiment fait des trucs vraiment très, très cool. Et on va dire, l'une de ses... Il a... Alors attendez que je remette mes mots. C'est vraiment, ils ont été jusqu'au bout du circuit. Ils ont fait le tour de tout l'Angleterre, lui et Drew. Ouais, c'est cool. Ouais. Voilà, au point d'avoir un énorme match pour une fédération qui s'appelle Real Quality Wrestling. Donc Réel, vraiment, ouais, réelle voilà. qualité, ouais. Voilà, c'est ça, où ils vont donner un match que j'avais vu des highlights dessus. J'ai jamais vu en entier, mais j'avais vu des highlights. C'est parce que je sais pas si ça doit se trouver, ça doit pas se trouver facilement. Ça doit galérer à trouver, où il va affronter justement Drew Galloway dans un no holds bar match. Ouf. Pour le titre de cette fédération. Ça doit être intéressant. Voilà. Est-ce que tu, vas-y. Non, vas-y. Non, moi j'allais dire, est-ce que tu veux qu'on se dirige vers cette première apparition qui va lui permettre d'aller à la Exactement, WWE ou tu as encore des choses à dire? Non, vas-y, je voulais partir dessus. Moi, ce que je propose, c'est que, voilà, moi, c'est qu'en fait, lors du tournée en Angleterre, comme ils ont fait par exemple avec des catcheurs récemment quand ils sont venus à Backlash ou à machin, Sheamus, il apparaît pour la toute première fois dans une émission de la WWE à Manchester le 23 avril 2007. Dans un Raw. Exactement, j'avais pas le show. Il incarne un agent de sécurité au cours d'un segment télévisé, tout simplement. Comme il arrive très souvent, et il est accompagné d'un autre qui fait agent de sécurité à côté de lui, qui est, je te laisse deviner. Drew Galloway. Non. Ah, l'autre anglais très connu. Wade Barrett? Oui. C'est vrai? Ouais, c'est ça. C'est ça, avec Stu Sanders, comment ça se les appelait à l'époque. Donc Stu Bennett. Ah, cool. Donc les deux font l'agent de sécurité pour tenter d'éjecter D-Generation X du ring. Et en fait, c'est lui qui va recevoir la pedigree Triple H. Donc je pense que c'est directement là où peut-être Triple H il a dit oh lui il l'aime bien. Je sais pas, mais je sais que souvent ils font appel à des catcheurs locaux pour faire ce genre de choses là. Ouais, mais il les repère comment. Excusez-moi. Désolé. Il les repère comment les mecs vendent justement. Aussi oui, parce que dans la manière dont ils vont faire les agents de sécurité, dans la manière dont ils vont prendre les coups des catcheurs et comment ils vont paraître. Et très souvent, ça leur permet d'aller faire les tryouts derrière. C'est la première, c'est ce qui se passe là. Ouais. La WWE lui propose de passer des essais et l'engage en septembre. Donc avril, mai, juin, juillet, et il va faire en 6 mois. Il va faire et tu vois qu'il était motivé, hein, parce que c'est un setup de tryout qui vont se faire à Milan et à Londres. Et il va être accompagné de Drew Galloway. Et d'autres noms assez connus comme Jinny Wan Yang. Voilà. Et un qui sort de la Monster Factory, je pense que tu te souviens pas, qui à la WWE s'est appelé Domino. Si, c'est Juice et Domino. Voilà. C'était les catcheurs c'était une équipe un peu des années, ils catchaient avec une ambiance années 50 ou années 60, je crois. C'est ça. Et du C'était coup, pas terrible. comme il a passé les tryouts avec succès, lui et Drew Galloway aussi, ils leur ont directement fait un contrat de développement, ils ont dit vous venez aux US. À la FCW, Oui. la Florida Championship Wrestling. Donc l'ancêtre de NXT, du NXT actuel. Oui, ou de C'est la suite de la OVW. Merci, c'est exactement ce que je voulais dire, tu me l'enlèves. Et pareil, ça lui permet quand même, mine de rien, d'avoir des choses intéressantes. Parce que j'ai vu qu'il a affronté plein de noms très sympas là-bas. Ouais, je peux juste faire une petite blague parce que je pense que tu ne te souviens pas, mais je sais que un autre youtubeur, Mr. Rockin, en avait parlé dans une vidéo. Il va faire équipe avec pas très longtemps, avec un certain Ed Vansen. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Catcheur anglais, où le mec était prévu pour être le fils illégitime de l'Undertaker dans une rivalité très récente, et il devait affronter, lui dit normalement il avait un projet pour affronter l'Undertaker à WrestleMania. En fait, c'est CNRX qui lui avait dit ça, sauf qu'en fait, quand Triple H l'a vu en backstage, pour mettre une crotte de nez à Triple H, il a dit, oh, putain, on va pas mettre ce mec-là face à Undertaker, on dirait mon jardinier. Et Vince McMahon a rigolé, on n'a plus jamais revu Ed Vansen. Le mec a une seule vignette à SmackDown. Et c'est tout. C'est juste pour cette anecdote-là, parce que ça me fait beaucoup rire. Ça, il a catché avec lui quand ils étaient à la FCW, ouais. Et il va faire beaucoup il va avoir beaucoup de partenaires par équipe dans les débuts, comme Jack Swagger. Il va être un peu managé par Dave Taylor, qui était l'un des entraîneurs de la FCW. Moi, j'ai d'avoir un truc de fou. Je vais te poser la question. Son premier combat, il le fait face à Brian Kelly. C'est Brian Sexton. Brian Sexton. C'est le mec, c'est l'intervieweur.
Byron Sexton. Byron Sexton, ouais. Ah non, mais c'est un truc de dingue, hein. Ouais. Je savais pas que Byron Sexton avait été, qu'il avait été catcheur avant d'être annonceur ou intervieweur ou truc comme ça. Il a très longtemps catcheur, Byron Sexton. Ah bah tu vois, je savais pas du tout, tu vois, je l'apprends. C'est à tel point que lui, en plus, il a tourné FCW, longtemps à NXT en tant que catcheur, et vers la moitié de run à NXT, ils ont commencé à le mettre annonceur et tout ça, mais c'est un catcheur, hein. Ah bah tu vois, C'est un catcheur de base, et c'est vrai que c'est bizarre que lui, s'est destiné, ou qu'on l'a destiné à prendre ce poste-là. Je trouve qu'il le porte très bien. il a le visage fait pour. Moi, j'ai de la sympathie. Ouais, il a l'air trop gentil. Ouais, il a l'air super gentil. Je préfère 1 milliard de fois Byron Sexton que Corey Greff, que je peux pas blairer. Ah oui, non, mais sauf que il est pas commentateur. Non. Il a été aussi. Mais je sais que le catcheur français Tom Larbouffa, il en parle toujours de très très bonne manière. Il a dit qu'il était incroyable à l'époque d'NXT. Si vous entendez miauler, c'est mon chat qui va manger, mais je viens de lui donner à manger il y a 30 secondes. Voilà. Donc, Étoile Minou. Est-ce qu'on peut reprendre sur la fin de la FC Ouais, ça, on va passer vite. C'est que de octobre à septembre de l'année d'après, il va vraiment se concentrer pour la carrière solo. Il va devenir Florida Heavyweight Championship quand même, en battant un de ses anciens partenaires qu'on a dit au début, Jack Hager, donc Jack Swagger. Donc vraiment que des gros prospects en fait quand tu regardais à l'époque. Ils ont tous il a été champion aussi. Voilà, et il va affronter pas mal de compétiteurs, dont Joe Hennig, qui est Curtis Axel, ouais. Donc Michael McGillicuddy. Le mec que t'avais été très sympa dans une de nos. Ouais, je vais peut-être un peu m'excuser quand même parce que j'avais dit, il a rien de ses aïeuls. Il a quand même le catch. Il est un bon in-ring quand même. Mais ce qu'il lui manque, c'est le charisme. Il dégage rien du tout. Lui aussi, il ressemblait au jardinier. Ah bah oui, lui, je le croise dans un idole, je pense que je me trouve. Tu sais même pas que c'est lui, tu sais. Ouais, je sais même pas que c'est lui, je me retrouve pas. C'est triste, mais c'est vrai. Et il a affronté un autre gars qui était promu à un avenir, et lui aussi, c'est Thomas va me faire les grands yeux, le fameux Eric Escobar. Ouais. Moi, quand j'ai lu Escobar, j'ai posé la question à Messiah, parce que j'ai travaillé un petit peu avant la vidéo. Je croyais que c'était Santos, mais tu m'as dit pas du tout. Bah, pas du tout, Santos, il arrive bien plus tard. Hein. Oui, bah, je sais, mais tu sais, moi, les dates. En fait, Eric Escobar, on a vu très peu de temps à SmackDown et Raw, où c'était un des protégés de Vicky Guerrero après qu'elle ait laissé tomber Dolph Ziggler. Ça a pas marché. D'ailleurs, j'ai une personne, je profite juste avant. Là, après, on va faire son arrivée à Raw. On va parler déjà de ces dark matchs. Alors moi, je vais juste profiter parce que tu as parlé de Vicky Guerrero à l'instant. J'ai une personne dans un des vidéos sur les hot tech qu'on avait fait qui me dit, moi j'ai une hot tech comme quoi Vicky Guerrero est l'une des meilleures heals de l'histoire. Je lui ai répondu que c'était pas une hot tech. C'est pas une hot tech. On est d'accord, c'est vrai. Elle était exceptionnelle. Je me souviendrai toujours d'une phrase, il me semble que c'est John Cena qui l'a dit. Il a dit, mais tout heal tuerait pour avoir sa heal hit, quoi. Bah, elle pouvait pas parler. Elle pouvait pas parler. Voilà. Donc il a eu quand même 2 fois des title shots pour le titre par équipe, qu'il a pas eu. En affrontant Johnny Curtis qui est Patango, Tyler Rex, Ryback. Ouais. Mais Ryback ils se retrouveront aussi un petit peu après. Oui, plusieurs fois. J'adore Ryback. Et son dernier match avant d'être appelé à la télévision, il gagne pas le titre, il ne regagne pas le titre de la Florida face à Justin Gabriel, PJ Black, qui était aussi été dans le Nexus après. De voilà. toute façon, on arrive plus ou moins dans l'année là. C'est ça. Et en fait, dès juillet 2008, en fait, il va commencer à faire des dark matchs à SmackDown. Donc, pour perdre face à R-Truth, en mai. J'adore toujours cet intérêt. Donc, tu veux lancer un jeune en dark match pour le faire un peu progresser et le faire un truc et tu le fais perdre quand même. Bah là, il le fait affronter à Mid-Cardor, déjà de l'époque solide. Ouais. Donc, du coup, qu'il perde. Mais après, derrière, il va faire plusieurs apparitions à Raw en battant à chaque fois Jamie Noble. Ouais. Et ça va servir pour après. Pour le coup de Jamie Noble. Ouais, il me semble que c'est l'histoire où il lui arrête sa carrière. Non? Exactement. C'est ça. Et en fait, sa première apparition à la télé, clairement, c'est en juin 2009, où en fait, il apparaît à la ECW. Et je l'ai dit à Thomas en off, la ECW pourrave de l'époque, c'est l'ancêtre de NXT en fait. C'est qu'il y avait la FCW, qui était leur territoire de développement, mais qui avait des shows pas diffusés à la télé. Shows enregistrés peut-être localement, ouais, voilà. Voilà. Et la ECW, c'était sur la chaîne Sci-Fi, et en fait, jusqu'à la fin de la fédération, on va dire de la moitié jusqu'à la fin, c'était entre guillemets pour coucher les jeunes. Ouais. Je dis bien entre guillemets. Au début, ils avaient voulu, je me rappelle, c'était même justement Sci-Fi qui avait demandé à ce que il y ait un petit peu de fantastique. De merde. Non mais. De merde. C'est pour ça qu'on s'était tapé un vampire, par exemple. Ouais, pauvre Kevin Thorne. C'est Sci-Fi qui avait voulu. Zombie, hein, je te rappelle. Oui, bah c'est Sci-Fi qui voulait. Oui, c'est Sci-Fi qui voulait. C'était pour surfer sur leur truc.
Ouais, et d'avoir en main event de l'ECW Big Show Batista, c'était sci-fi, ça. Par contre, tu vois, il faudrait pareil, retomber sur dans les bureaux, une vidéo du bureau où les mecs, d'une chaîne de science-fiction et tu vas diffuser du catch. Ouais. Y a que moi que ça choque ou pas? Mais tu sais que c'est arrivé, quoi, il y a 2 jours, ou c'est le prochain SmackDown pour vous qui est déjà passé, mais je crois que le SmackDown de vendredi pour nous, là, il est diffusé sur Sci-Fi, là. En France? Non, aux États-Unis. Aux États-Unis. Ils ont toujours eu des partenaires. Ouais, je sais, Sci-Fi, ils aiment bien le catch. Voilà. Puis en même temps, c'est tellement lunaire ce qui se passe que la vérité est ailleurs. C'est X-Files. Ouais, voilà. On revient sur Sheamus. Donc du coup, il apparaît en tant que personnage. Il lui coupe direct son nom. Du coup, c'est à ce moment-là où il s'appelle Sheamus. Au Shaughnessy, là. Voilà, c'est ça. Il va affronter dès son première apparition à un catcheur local pour dégommer un squash match. Hein. Bah, surtout qu'en plus, il avait déjà le Brogue Kick à l'époque. Non. À cette époque, il popularisait le Irish Curse Backbreaker. Et très peu de temps après, il va faire la Irish Cross, qui est sa manière de faire le Razor's Edge. Parce qu'il le faisait avec une telle puissance aussi que pour Le Razor's Edge, il le faisait très bien. Ouais. C'était marquant quand il affrontait des jobbers, tu vois. Ouais, bah oui, surtout que dans sa manière de faire le Razor's Edge, qu'il prenait le mec en powerbomb, en crucifix powerbomb, d'un coin, et qu'il jetait le mec à l'autre coin. Ouais. Voilà, c'est de lui, quand il affrontait les catcheurs petits, c'était très important. Quand c'est des jobbers et tout. Et le Brogue Kick, en fait, c'est devenu son finish après. Mais en fait, il s'en sert un peu en coup dans le match au début. Impressionnant que le Brogue Kick. C'est génial. Le seul Brogue Kick, donc c'est un bicycle kick, qui était marquant à la WWE, un petit peu marquant, c'était celui de A-Train, Albert. Oui. Voilà, il le faisait aussi. Beaucoup moins impactant. Voilà, pourtant c'était un gros monsieur aussi. Il n'y a pas de test aussi qui mettait des... C'était un Bigfoot, lui. Ah oui. C'était pas là, c'est vraiment bicycle kick, quoi. C'est vraiment lever la jambe et ensuite... Voilà. Ouais, parce que le Bigfoot de test, il c'est l'un des meilleurs. était mignon aussi. Ouais, ouais, j'adorais. Et en fait, durant la ECW, il va y avoir une petite rivalité face à Goldust, où ils vont se battre l'un et l'autre, et c'est à l'époque où Goldust, il vendait encore le fait de cet effet électrocuté. Ah oui, oui, depuis... Il avait des horaires d'espace, moi. Ça va, ça faisait que 7 ans. Voilà, c'est ça. Il va y avoir un autre disqualification, justement, il va gagner le dernier, dans un no disqualification match, et il va faire une mini feud, ça va durer hyper longtemps, très court, justement, face à Shelton Benjamin. Toujours sous le fanion ECW. Voilà, mais ça va être mis à terme prématurément avant même la fin de la feud, parce qu'il va apparaître à Raw, et justement, lors du Raw du 26 octobre, il va défoncer Jamie Noble, et moi je me souviens, c'est marquant, c'est parce qu'en fait, il lui met un énorme powerbomb classique, pas un crucifix. Il lui met un powerbomb à l'extérieur du ring, et la caméra, comment il filme ce spot, en fait, l'autre est mort. Et du coup... je rigole, c'est pas drôle. Ouais, mais dans le qui est faible, il est mort. Dans le qui est faible, ils disent que Jamie Noble, il arrête sa carrière. Oui, mais et après, il fait Raw d'agent. Oui. En vrai, je parle. Voilà, et après, revenir avec la GG Security. J'adore aussi. J'adore. Voilà. C'est où Brock Lesnar, il a fait tuer quelqu'un avec une portière de bagnole. Exactement. Il y a 2 moments comme ça avec 2 mecs petits qui se font jeter dans tous les sens que j'adore. Il y a Brock Lesnar qui dégomme les GG Security et Randy Orton qui bute un Bollywood Boys de Jinder Mahal. Où on le voit qui sort de son personnage parce qu'il lui met sa back suplex sur la table et qui se retourne genre je fais une connerie là. Oups, je l'ai tué. Ouais. Et du coup il va après avoir défoncé à Jamie Noble, il va attaquer un timekeeper et le commentateur Jerry Lawler. Moi, je me rappelle quand même de Jimmy Noble quand il le shoot. Ça, j'ai pas de souvenirs. Hein, c'était. Et il s'en prend un peu à Jerry Lawler et un peu au timekeeper. Moi, j'aime toujours quand Jerry Lawler, il en prend un peu plein la gueule. Et son premier match en pay-per-view que j'aime beaucoup, Triple H, arrête les Wargames s'il te plaît. Et remets-nous des Survivor Series, et même pour la mid-card, parce qu'à l'époque il y avait des Survivor Series pour la mid-card, et c'était très cool, ça permettait de voir plein de catcheurs. Ouais, t'avais 2-3 Survivor Series match. Et du coup, il participe aux Survivor Series, où il fait partie de l'équipe du Miz face à l'équipe de John Morrison, et cette équipe pétait la classe quand même, l'équipe du Miz, parce que c'est Sheamus, Drew McIntyre, The Miz, Cody Rhodes, c'est Cody Rhodes, je crois. Non, j'ai pas Cody Rhodes. C'est pas Cody Rhodes? J'ai pas Cody Rhodes. Si tu me permets, Vas-y. Je me souviens plus du coup. Mais pour 2 secondes, je suis désolé les amis, c'est beaucoup d'informations. Il me semble que c'était Cody Rhodes, tu vois. C'est pas Cody Rhodes. C'est Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Jack Swagger. C'est Dolph Ziggler, excuse-moi. Sheamus et Miz. C'est ça. Et face à lui, c'est John Morrison, Matt Hardy, Evan Bourne, Shelton Benjamin
et Fit Finlay. C'est ça. C'est vrai quand même que les heels, avec l'équipe du Miz, quand Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Jack Swagger, plus Sheamus, ça envoie du pâté. Même si quand tu vois Drew McIntyre, c'est pas le même. Hein. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup, je me souviens que c'était l'équipe des heels qui avait gagné. Et les trois, en étant 3 en plus à la fin. 3 non éliminés. Ouais. The Miz, Drew McIntyre et Sheamus. C'est cool. Ils font vraiment de la gueule. C'est cool. Ouais. Ce match-là m'avait marqué. Ah, mais c'était. Ouais, par contre, j'ai mixé Cody Rhodes et Dolph Ziggler. Mais par contre, tu vois, moi, c'est vrai, comme tu racontais tout à l'heure, moi, les Survivor Series de cette époque, j'aimais bien. Bah oui, c'était cool. Tu voyais plein de monde. C'était cool. Et surtout, là, quand on voit l'équipe de Babyface en face, c'est All-Star Babyface Mid-Card, quoi. Oui, à part Matardi qui a eu un petit peu. Non, c'est un gros Babyface, Matardi. Non, c'est vrai. C'est cool. Et post ça, Sheamus, en fait, il va, et c'est là où ça va très très vite quand on vous disait que dès qu'il va apparaître à Raw, ça va pas traîner. Il va gagner une Battle Royale qui avait été organisée par, il me semble, par Jesse Ventura. Donc, Jesse Ventura, vous l'avez vu dans les Saturday Night Main Event assez récemment, qui est l'une des grosses légendes du catch, qui a été gouverneur. C'est vraiment une grosse personnalité où j'avais même donné l'anecdote où McMahon pétait les plombs quand il était en commentaire avec lui parce que lui disait ce qu'il pensait sans branler. Mais il a même joué dans certains films aussi. Je sais il fait partie des hommes de main dans Demolition Man. Oui, exactement. Phoenix. Ouais. De Simon Phoenix. Moi, j'ai toujours cru que c'était Goldberg, et en fait, non, c'est Jesse Ventura. Ouais, c'est Jesse The Body Ventura. Ouais. Et en fait, c'était à l'époque où il y avait des guest hosts. Il y avait, parce que je sais qu'il a aussi un petit programme avec les guest hosts avec Mark Cuban. Oui, que ça arrivera après ça. Ouais, où c'est l'histoire le propriétaire des Mavericks aussi qui continue la rivalité entre lui et Cena. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce guest host là, il fait, attendez, à chaque fois, on touche pas les jeunes. Putain, Jesse Ventura qui avait la voix de la vérité à l'époque. Mais qui dit c'est toujours la même qui trace Main Event. On l'a plus jamais revu. Voilà. Du coup, il décide d'organiser une Breakthrough Battle Royale avec que des mecs qui n'ont jamais gagné le World Heavyweight Champion. Et le but, c'est d'aller ensuite le faire. Et le but, c'est d'aller te faire affronter. Et le vainqueur devient challenger numéro 1 au titre de John Cena. C'est Sheamus qui va le gagner, évidemment. Bah, ça doit envoyer du pâté quand même. Voilà. Il a dû avoir Drew McIntyre dans le lot. Non, parce que là, on était à Raw. Ah, pardon. Donc, il me semble pas. Et du coup, à la fin du match, donc déjà tout le monde est surpris que ce soit ce mec-là qui vient juste d'arriver, qui a déjà title shot. John Cena vient pour signer le contrat. Et en fait, Cena le problème de haut dans le personnage. Forcément, le mec vient d'arriver, il est bon, qui était un beau physique, mais bon, c'est le grand rouquin blanc, quoi. Et en fait, Sheamus l'attrape, le défonce à travers une table, le décomme. Et en fait, Ventura prend le micro, il dit, ce sera un table match pour le pay-per-view TLC. Quand même, même quand il a passé John Cena à travers la table. Ah, il y a eu des pop, hein. Parce que je pense que les gens étaient contents quand même, hein. Ouais, parce qu'on a eu une époque, désolé lunatique, où quand Cena il en prend une dans le cul, ouais. Non, les gens vont s'énerver sur Cena l'année suivante. Il fait quoi? Ça commence par haine. Quand il enterre la médiocrité. Voilà, quand il enterre la médiocrité. Donc, du coup, il a son title shot, on arrive au pay-per-view TLC en décembre, et incroyable. Je crois que c'est l'un des plus gros upsets ever. Et il gagne. Sheamus devient champion WWE. Pour la première fois, où le mec, ça fait même pas 3 mois qu'il a Raw. Faire de dingue. Attends, je vais même te dire exactement, parce que j'ai dit, il commençait quand à Raw? Le 26 octobre, il devient champion WWE le 13 décembre. Depuis 2 mois. Ça a jamais été fait comme ça. Non. Même si ça fait longtemps qu'il commence. Mais j'ai des vagues souvenirs quand même. Mais c'est protégé dans la défaite, évidemment. Oui. C'est un upset. Les deux sont sur la 3e corde. Ils se tabassent un peu et en fait ils se poussent. Sheamus tombe à l'extérieur du ring mais il tombe pas sur la table et Cena il tombe dans la table qui reste dans le ring. Et après quand la rivalité elle va continuer par rapport à Cena, il y aura pas aussi les histoires avec la Nexus? Après ouais. C'est ça, mais c'est toujours dans la rivalité entre Cena et Sheamus. Et il y aura Orton dans le mais je me rappelle que sur les forums à l'époque ça gueulait. Ah oui. Les gens, et ça j'ai le souvenir. Alors là c'est rigolo, c'est que les gens gueulent alors qu'en fait de sortir un mec un jeune qui a l'air prometteur de le mettre champion, c'est des coucou Braun Breaker quoi. Braun Breaker lui ça fait pas 2 mois hein. Voilà. Braun Breaker il a tellement attendu qu'il s'est blessé. Voilà, c'est ça. C'est quand je pense qu'il s'est blessé, en fait on dit qu'il s'est blessé au dos, non je pense que c'est à force de soulever sa ceinture devant son miroir. Tu sais pour s'entraîner, à soulever le titre et ça a lâché. Allez, la pauvre Vision. C'est Hospital Vision quoi, c'est mon dieu, la catastrophe. Bref, on va revenir sur Sheamus. Donc du coup, donc c'est incroyable. Donc ça devient le premier Irlandais à devenir champion. Ça c'est cool. Ça c'est cool déjà.
Et c'est quand même ouf, alors que le mec, lui, si on prend le début WWE, c'est 166 jours depuis ses débuts. Ça a jamais été aussi rapide, jamais devenu champion. Moi, j'aime bien parce que là, ils ont eu des couilles de faire quelque chose de nouveau, quoi. Vous verrez que le following ne va pas aller dans ce sens-là. Mais par contre, d'avoir eu les couilles de faire ça, et encore une fois, c'est bien que John Cena, ce soit lui qui fasse ça aussi, je trouve. Je trouvais que c'était le bon champion pour faire ce truc, tu vois. Je trouve que c'est encore plus marquant, en fait, parce que Cena, c'était Super Cena à l'époque. Donc, que le Super Cena, il perd contre un newcomer, c'est incroyable, quoi. Mais son titre, il va pas avant qu'il le perde, il va avoir le Slammy Award de la Breakout Superstar. Normal. La superstar qui fait un gros impact. Bah oui, c'est le mec qui vient d'arriver, quoi. Ouais. Ça, donc forcément, il va avoir sa première, sa première défense de titre lors d'un Raw face à Cena. Il va perdre par disqualification, donc il va conserver le titre. Donc encore une fois, il y en a plus plein qui vont choisir un peu ce chemin-là de merde où le mec est champion et en fait, le gars, le premier match où il est disqualifié, où il perd, c'est Jack Swagger qui va lui arriver. Mais ça me saoule. Ouais, moi aussi, ça me... Tu veux mettre un mec champion, mais le champion, mais va au bout de tes coronesses. Ouais, c'est ça. Et puis il lui fait pas le fort, quoi. Et puis t'es pas obligé de lui faire affronter tout de suite Cena à Raw. T'es à Raw. Ouais. T'es à Raw. T'es dans ton show hebdomadaire. Tu lui affronter quelqu'un d'autre et tu le fais l'éclater. Ouais, surtout qu'on a dit tout à l'heure l'équipe du Survivor Series Face. Il y en a des mecs mid-carder face que tu peux le faire affronter. Shelton Benjamin. Et tu lui mets une rouste à Shelton Benjamin. Ouais, bah oui. Et puis au moins ça, t'es pas obligé de lui reclaquer Cena tout de suite à Raw, quoi. Et regarde à quel point ça m'énerve, parce que Royal Rumble, il va défendre son titre face à Randy Orton, donc du coup l'autre gros nom de Raw, et pareil, DQ. Putain, par une intervention de Cody Rhodes qui fait perdre Orton. Alors que, tu sais, c'est pas... Oui, l'époque Legacy. Voilà, là, on est à la fin de Legacy. Mais, putain, en fait, le mec... regarde, là, il a eu 2 défenses de titre, ça finit par DQ, et on va arriver à sa perte de titre, à Elimination Chamber. Donc en fait, il a rien gagné. Voilà, parce qu'à Elimination Chamber, il se fait éliminer du match par Triple H. Et c'est John Cena qui gagne le match. C'est celui-là, hein. Ouais. C'est ça, là, je suis bon, hein, dans la temporalité. Où Cena va se faire baiser par McMahon qui va faire venir Batista après la cage pour lui prendre le titre. Alors que le mec est même pas Money in the Bank. En fait, il refait un remake de Edge sans le Money in the Bank. En fait, c'est Cena arrive à battre Triple H dans le final du Chamber. Le Chamber se lève, Cena est enfin champion, il sait qu'il va aller champion à WrestleMania. Et là, Vince McMahon, il fait attends, faut que t'affrontes ce mec-là, Batista. Et je suis sûr que tu sais pourquoi il a fait ça, Vince? Pour prouver qu'il pouvait emmener Batista et Cena sur le ring sans se péter les genoux. Peut-être. Mais c'est la grande période de Batista Hill que j'adore. Donc, quand il a démonté Rey Mysterio. Ouais, c'était avant déjà. Ouais. Mais oui, c'est dans cette période-là. Bref, on revient sur Sheamus. Donc du coup, par contre, qu'est-ce qu'on peut dire? Il devait. Alors attendez, j'ai un peu de trucs. Ouais, en fait, il a été blessé en plus. Il a pris une commotion cérébrale en plus dans le match. Ok. Sheamus, donc du coup, normalement, il devait déjà attaquer Triple H à Raw. Mais il va l'attaquer bien plus tard, qui va préparer leur match pour WrestleMania 26. Donc en fait, c'est vraiment rivalité de gros égos. En fait, Sheamus, il dit, il accepte pas que l'autre l'ait battu dans le match. Et il dit, il veut lui casser la gueule. Et c'est un truc que je comprends pas, c'est que le mec, on lui donne le titre. 2 défenses de titre, disqualification. Et je perds mon titre. Il arrive à WrestleMania, il encore face à une énorme star, donc il est face à Triple H. Qui en plus, Triple H, on l'a dit tout à l'heure, c'est un de ses prospects. Et ben, c'est qui va gagner le match? Bah, Triple H. Bah, Triple H. Et ça, je comprends pas. En fait, vous prenez des risques à donner le titre à un nouveau, et en fait, vous faites pas de following, en fait. Le mec, vous le rendez ultra faible, surtout que Sheamus, au niveau de son physique, au niveau de sa manière de catcher, parce que il est déjà très très bon. C'est ça le truc, c'est que lui, il va rester... C'est vrai que je t'ai pas demandé ça. Ouais, il est excellent, moi, je trouve. C'est un des meilleurs big man, en vrai, en termes d'in-ring. Les gens qui sont pas d'accord, je vous attends gare du Nord. Mais, et le pire, c'est que lui, il va réussir à faire plus fort plus tard. C'est ça qui est ouf. Mais déjà, à cette époque-là, c'est vraiment un catcheur WWE big guy bien fort. Je n'arrive pas à me rappeler de ce match face à Triple H. En vrai, il est pas mauvais, hein. Mais en fait, moi, je me souviens d'avoir regardé ce WrestleMania, on l'avait pas regardé ensemble, celui-là, parce que tu voulais pas voir Shawn Michaels Taker en oui, et en plus, je regrette parce que Shawn Michaels a gagné ce que tu m'as raconté. Non. Et en fait, c'est le 2, hein. Voilà, ce match-là, j'étais très déçu parce que quand j'ai vu Triple H faire le pin à la fin, quoi. Je me suis dit, mais merde, pourquoi faire? Parce qu'en fait, moi, j'étais déjà dans le train de Sheamus, en vrai, à l'époque, justement, qu'ils sortent quelqu'un de nulle part pour le mettre dans la scène de main event, je trouvais ça ultra cool. Et vraiment, moi, j'ai Cara Design, comme j'aime bien dire,
car le design de Sheamus, il est unique, avec sa peau blanche, ses cheveux ultra roux. D'ailleurs, tu peux donner des anecdotes sur sa peau blanche. Il l'a toujours eu, il s'est toujours très protégé pour la garder, il y a eu des moments où il était un peu moins blanc, un tout petit peu plus bronzé. La WWE, quand ils l'ont vu, ils ont fait, tu prends plus le soleil, toi. Toi, t'es comme ça, vite à pétard. Fallait qu'il reste, parce que c'est vrai qu'il est pas là. Et du coup, il l'a dit, en fait, à chaque fois qu'il voyage, c'est indice de protection 100, entre 100 et 130. Ouais. C'est obligatoire. Parce que sinon, il crame. Sinon, il crame. Voilà, du coup, c'est pour ça qu'il est très souvent casqué. Tu sais, où il aime bien avoir la tenue irlandaise avec un béret, très souvent un chapeau, machin, il se protège tout le temps. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de soleil chez lui. Il n'a pas le droit. Ce qui est normal. Bon. Heureusement, il va réussir, heureusement, il va reprendre le job à Extreme. Le pay-per-view d'après. Mais faites l'inverse au pire. Mais oui. Voilà, bordel de merde. Mais Triple H, il peut perdre à WrestleMania et puis récupérer son overness à Extreme Rule. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et en plus, faites la manière de le faire Extreme Rule parce qu'en fait, il bat Triple H et en fait, il va le défoncer à la fin du match, le dégommer parce qu'en fait, ça sort Triple H des écrans. C'était le but, de le faire sortir des écrans pour qu'il revienne plus tard en 2011. Après, il va revenir en tant que personnage le CEO. Ah, le corporate. Oui, enfin, l'Express. Pas encore, il sera encore fait. Il va revenir dans tout le délire de Vince McMahon, tout ça et tout, CM Punk et tout, plus tard. Mais là, en fait, c'est pour le sortir un peu des écrans. Donc, en fait, le mec gagne à Mania pour se faire défoncer le pay-per-view. On dirait le booking de Roman Reigns, en fait. Ça veut dire, on dirait le booking de Triple H. Bah oui. Mais je sais même pas pourquoi. Oui, mais je veux dire, c'est Triple H. Le mec a dit, non, mais ok, oui, non, mais enfin bref, ça va m'énerver, ça a rien. Et, comme il bat Triple H à ce match-là, du coup, pour eux, il est de nouveau assez over. Il va y avoir un pay-per-view où ça commence les pay-per-view de merde avec les noms des stipulations qui m'énervent. J'adore ça. Voilà, donc on est au pay-per-view Fatal 4. Ouais. Voilà, il y a que des Fatal 4. Ah ouais, j'ai même pas le... Ça existait ça? Ah oui. Pourquoi j'ai pas le souvenir de ça non plus? Ça devait être bien ça. Ça doit être ça, ouais. Et en fait, Sheamus va gagner Fatal 4 Way en battant Cena grâce à la Nexus. Ah voilà, c'est à l'époque là où en fait, comme tu as la Nexus qui arrive et que la Nexus part en rivalité face à Cena, je pense qu'en backstage, on s'est dit, on enlève le titre à John Cena, comme ça John Cena il se concentre sur la Nexus, et ça donne un os à ronger à un certain haut catcher qui s'appelle Randy Orton. Mais il va avoir quand même encore un match face à Cena qui va gagner grâce à la Nexus. Oui. À Money in the Bank dans un match en cage, où on va s'affronter en cage, comme ça il n'y aura pas d'intervention. Il n'y en a pas eu. La Nexus. Ouais, mais la Nexus. Cette phrase-là, elle m'énerve autant quand on dit que le gagnant du Royal Rumble, il a le main event de WrestleMania. La Nexus, ils sont... Non mais attends, 7, c'est normal, la cage, ça protège que d'une intervention, pas de 7. On dit même pas d'une. Tu peux te protéger d'une intervention, mais pas de 7. Laisse tomber. Et, oui, derrière, en fait, il va avoir pas mal de matchs face à Randy Orton. Et en fait, durant le fameux SummerSlam, où il y a le match de la Nexus, et ben, en fait, il va conserver le titre face à Orton. Je te donne un 1000 et 1000, on est à l'époque des finishes de merde. Disqualification. Évidemment. C'est pas vrai. Putain. T'as l'impression que Orton... Ah non, Orton, il va pas perdre. En fait, aucune de ses défenses de titre, il les a gagnées. Clean, non. Là, pour l'instant, en fait, tous ces matchs de championnat jusqu'à maintenant, le seul qui est à peu près clean, c'est Elimination Chamber, il le perd. Sinon, en fait, c'est toujours des matchs de stipulation. Et puis encore, Elimination Chamber, Elimination Chamber. C'est encore spécial, comme ils sont 6. Tu sais, c'est encore différent du... J'aimerais être dans le futur pour vous parler du Elimination Chamber qui vient de passer ce week-end, là. Bon, on peut pas. Meilleur pay-per-view de l'histoire. J'espère que ça a été bien. Parce que je l'aurais regardé avec le Discord. Ouais, je suis sûr que dans la boîte, c'est un truc de dingo. Voilà. Moi, je pense que c'est John Moxley dans la boîte. Voilà. Comme j'ai envie de mettre la tête dans mon micro. Voilà. Et il va enfin perdre son titre. Alors, il aura pas gagné 2-3 mois, encore une fois, à Night of the Champion, où il va perdre dans un match à 6. Donc, c'est un truc de fou. Soit il perd des matchs où ils sont 125 000, les mecs. Voilà. soit il gagne par 10 Q. Bah ouais, et donc du coup, c'est Randy Orton qui ressort champion de Night of the Champion, et ils vont finir leur rivalité à Hell in a Cell le 3 octobre, parce qu'il va réussir à avoir un match de championnat. Et il va le perdre. Donc là, il a déjà eu 2 titres. Sur ces 4 de sa carrière, on en a déjà parlé de 2. Oui. Ok. C'est un truc de fou. Et c'est là où on va commencer, où ils vont le redescendre en mid-card.
Voilà, le mec, ils l'ont mis en top ultra vite, ils l'ont touché comme quelqu'un de faible, ce qui m'énerve beaucoup, et en fait là il va redescendre. Mais ils vont quand même le redescendre, mais il va quand même avoir des accomplissements. Oui, il va avoir un accomplissement parce que c'est une année où il y a King of the Ring. Voilà, on est d'accord, c'est ça, c'est l'année-là. C'est ça, et en fait il va réussir à devenir King of the Ring en battant John Morrison. Si je me trompe pas, on est en 2011. On est en 2011. Et là, et déçu. Ah non, on est encore en 2010, on a le 29... Fin 2010 alors. Voilà, on a le 29 novembre de 2010. 10, ouais, c'est ça, les King of the Ring 2010. C'est ça, et donc du coup, il va... Et c'est l'un des rares à avoir pris la gimmick de roi et ne pas avoir été coulé. Parce qu'il va prendre la gimmick de roi pendant quelques temps. Il va se faire avec King Sheamus. Je crois qu'il avait la classe, même si je déteste quand le catcheur prend la gimmick de roi. Hein. Mais il avait quand même la classe parce qu'il avait une longue cape verte, un beau shillelagh, très grand shillelagh. C'est le bâton... C'est rigolo, moi je pense toujours quand tu dis ça, l'anecdote avec HHH, qui se sera fait... Lui, il avait refusé. Qui se sera fait appeler le King of King après. Et qui rentrera avec des couronnes à tous les WrestleMania. Alors qu'il avait refusé pour la alors qu'il avait claqué la gueule de Mankind dedans. 2 fois. Pour pas porter la couronne. C'est quand même incroyable. Mais du coup, quel connard, il avait une couronne ultra stylisée que j'aimais bien, qui partait bien en dents et tout. Il était classe. Oui, et puis ça, lui, ça lui part. Et puis il y a le côté, j'allais dire british. Il y a le côté Grande-Bretagne. Ouais. Et les rois, Grande-Bretagne, ça passe toujours. Bah, il y a de ses compatriotes qui va l'avoir et ça va couler, hein. C'est parce qu'il était déchenillé. Non, c'était Wade Barrett. Ah, moi, je pensais à William Regal. Non, William Regal, lui, il a pas pris la gimmick de roi. Putain, alors que c'était celui à qui ça aurait été le mieux. Putain. Ouais, mais Wade Barrett, Barrett, de toute façon. Par contre, je vous conseille le match après. Parce qu'il va continuer sa rivalité face à John Morrison, comme il l'a battu dans le truc. Ils vont s'affronter plusieurs fois. Et j'adore leur match à TLC. Donc on arrive fin d'année, donc TLC. En plus, c'est un pay-per-view normalement qui réussit à Sheamus vu que c'est là qu'il a pris son titre. Bah non, il va le perdre. Face à John Morrison? Ouais. Bon, vas-y, on arrête. En fait, on a tout dit. Et c'est pour gagner un title match. Mais en fait, c'est parce qu'il voulait envoyer John Morrison face à The Miz. Ah, bah The Miz et Morrison. Déjà qu'en plus, ils étaient à Survivor Series, où Sheamus a commencé. C'était déjà Team Miz contre Team Morrison. Ouais, mais en fait, dans l'année, déjà, comme tu dis, The Miz et Morrison, dans l'année The Miz, c'est lui qui gagne le Money in the Bank, et il cache Orton. Et donc, du coup, il est champion. Donc, du coup, en fait, ils veulent l'envoyer en transition avant la route de WrestleMania. Ils veulent faire John Morrison The Miz pour le titre. Et il a eu qui, The Miz à WrestleMania? Je me rappelle plus. Bon match. Excellent match. Avec un putain d'arbitre, non? Ou un putain de... Non, de guest host. De guest host. La caillasse. La caillasse. Le pire WrestleMania ever. L'un des pires. Moi, le rock que je préfère, c'est dans la série Les Cassos. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Voilà. Quand il fait gros caillou. Gros caillou. On va continuer. C'est là où vous allez voir la carrière bizarre de Sheamus, parce que le gars, bon, il perd une rivalité Mika. Ils décident de... Ah oui, non. Il y a Triple H qui revient en février et qui le sort des écrans. Parce que Sheamus est blessé. Triste. Mais il va revenir avant WrestleMania. Donc WrestleMania 27, où ils vont s'affronter pour le titre US. En fait, il va se mettre en rivalité face à Daniel Bryan, qui à l'époque champion US, face, où il était un peu le nerd, là, où il avait les Bella autour de lui, Gay Kim, toutes ces conneries, là, j'en avais déjà parlé. Et en fait, les deux sont super contents, parce qu'en fait, Sheamus, comme c'est quand même un grand fan de catch, il sait que Daniel Bryan, c'est un monstre. Il est ultra content, j'avais lu à l'époque, justement, ils en ont beaucoup parlé, justement, des 2 années, là, qui vont arriver entre les deux WrestleMania. Où il se dit, putain, je vais affronter Daniel Bryan pour le titre US, ça va être cool et tout ça. Et ben, ils vont s'affronter en pré-show. Voilà. Bordel de merde. Quand les gens sont même pas dans le stade. Voilà, c'est ça. Et en plus dans un lumberjack match, quoi. Mais c'est le catch normal, quoi. Ouais, mais ils aimaient bien, ils aiment bien faire ça. Quand ils faisaient les pré-shows, de mettre le plus de catcheurs possible dans le pré-show. Oui, histoire que tu vois tout le monde, et t'es content de voir, des mecs, bûcherons. Oui, parce qu'en fait, j'ai oublié de le dire, il gagne le titre US face à Bryan avant WrestleMania. Et en fait, c'est le rematch en WrestleMania. Oui, parce que t'as dit, oh là, attends, parce que je refais juste un peu de temporalité parce que j'ai pas tout suivi. Oui. Triple H revient. En février, oui. Il affronte Sheamus, il le vire un petit peu des écrans. Parce qu'il est blessé. Sheamus revient pour prendre le titre. Non, attends, je t'ai dit de la merde. Non, il se venge que Sheamus l'a viré. sorti de la télé, pardon. Voilà, donc il le vire pas des écrans. Mais du coup, après, c'est pas une rivalité avec Triple H, c'est juste un match. Non, même pas un match. Juste c'est juste pour lui casser la gueule. Ok.
Là, du coup, il reprend le titre, Sheamus reprend le titre à Bryan, de titre United States. En fait, ils font 3 matchs. C'est qu'en fait, il perd un match face à Daniel Bryan. Et du coup, il le challenge en rematch où il met sa carrière en jeu, Sheamus. Le mec, ça fait 2 ans qu'il est là, il met sa carrière en jeu pour avoir son match de champion. Voilà. Et du coup, il prend le titre. Oui. Et se propose qu'après on passe vite. On arrive à WrestleMania et dans le pré-show, il affronte Daniel Bryan en rematch. Et c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne, c'est ça. Et comme tu avais dit, ils étaient tout contents d'avoir eu ce match entre les deux. Et ils seront encore plus contents l'année prochaine. Ah oui. Quand on leur dit qu'ils vont s'affronter à WrestleMania. On va dire que là, ils auront un match dans la carte principale en plus. Ouais, non mais là par contre, moi quand je dis ça, c'est avant qu'on sache le résultat du match. Ah oui. C'est vraiment les mecs étaient contents. Ça, je te parle de backstage. C'est réel, ça. On n'y est pas encore, on va quand même faire son année. Non, mais je veux dire, ça, c'est réel que les mecs étaient contents de se raffronter un an après. Voilà, c'est ça. Et en fait, il va être, en 2011, il y a, ils appellent ça le supplémentaire draft, en fait, un draft, tu vois, où il va être drafté à SmackDown, où il va être en rivalité un petit peu avec Kofi Kingston autour du titre US. Bah, je pense que Kofi va le reprendre, non? Ça me parle. Ouais, c'est ça. Il me parle parce que Kofi avec le titre US, je pense que c'est l'un de ses tout premiers titres, même. C'est ça, surtout que, ouais, c'est ça dans un match en table, avec Sumo. Ouais, voilà, ça me parle, ça. Voilà, il l'avait déjà eu, je crois. Ouais, mais là, Kofi avec le titre US, ça me parle. Après, c'était peut-être contre, mais ça me parle, quoi. Voilà. Et en fait, il va avoir un match de championnat de World Heavyweight face à Randy Orton, mais qui va être interrompu par Christian. Et il va avoir des matchs face à Christian, justement, par rapport à tout ce délire de titre World Heavyweight. En fait, c'est Christian qui avait perdu son titre face à Randy Orton, qui a tourné heel, qui demande one more match. Et en fait, il va réussir à devenir champion, quand même, face à Randy Orton. Christian. Oui. Et en fait, Sheamus va l'affronter en changeant de transition. C'est à l'époque où Edge avait arrêté, c'est ça? Pas encore. D'accord. Ouais, bah si, Edge est là. Parce que c'est la fameuse anecdote où Orton voulait récupérer le titre, où Vince voulait qu'Orton récupère le titre et où Orton dit à Vince, attends, laisse-lui un petit peu avoir le titre un petit moment. Ouais, mais il l'a pas laissé. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est qu'en fait, quand il tourne heel Christian et qu'il demande le one more match, en fait, il va le regagner plus tard parce qu'en fait, il va être divertissant et ils vont quand même lui redonner. Et du coup, Sheamus va servir de faire valoir. De challenge en transition, en fait. Avant que il reparte vers Orton, Christian. Ouais, c'est ça. En fait, il va perdre un match dans l'un des pires pay-per-view ever, Capital Punishment. Tu sais, où le main event c'est John Cena et R-Truth. Il est nul ce pay-per-view. Il y a eu ça? Ouais. C'est quand R-Truth est heel avec Lil Jimmy, les couilles. Face à John Cena, c'est un des pires pay-per-view. Pourquoi je me rappelle pas de ça? Bah, il faut pas. Mais on est dans l'année où on est censé emmener au WrestleMania suivant Cena, The Rock. Oui. Et du coup, c'est pour ça qu'à Survivor Series, on a The Rock, Cena face à The Miz et R-Truth. Exactement. C'est parce qu'il y a eu toujours R-Truth un peu dans l'équation quand même. C'est ça. Ça doit être génial le match. C'est ça. Mais vraiment, Sheamus à ce moment-là, c'est vraiment un gros mi-quart d'heure. Moi, j'allais dire un faire valoir. Vraiment mi-quart d'heure parce qu'il va participer au Main Event, il va gagner. Il va avoir une rivalité qui va lui permettre de tourner face. Et là, il va commencer très cool, je trouve. Parce que il en avait besoin en fait de changer un peu. Et en fait, il va avoir une rivalité face à Mark Henry. Ouais, ça c'est cool. Et en fait, Mark Henry, époque Hall of Pain ou pas? Ou c'est après Hall of Pain? Ça, on y arrive. En fait, c'est dans les débuts où il était déjà. Ok. Voilà, où ça commence à arriver. Et en fait, il va devenir face face à Mark Henry. Oui, donc Mark Henry est déjà Hall of Pain parce que je le lis dans mes notes, c'est un gros bully Mark Henry. Ok. Et en fait, Sheamus devient un excellent face. Ok. Bizarrement, moi je l'ai adoré. Justement, tout son run là qui va être de 2011 à 2012 là. Mais finalement, en tant que face, il est vraiment très bien. Cette année 2011, il y a pas grand chose en fait finalement. Pas grand chose. Il est vraiment mid-card. C'est un heel parmi les autres. Et en fait, là, par contre, ça va lui donner un gros boost qui va le ramener à un push, mais pas tout de suite. Ouais. Mais dans l'année qui arrive. C'est ça, parce qu'il va perdre face à Mark Henry. Mark Henry à l'époque, il défonçait tout le monde. Il a même défoncé Orton. Hein. Ouais. J'adore Mark Henry. Mais surtout Mark Henry Hall of Pain, c'est vraiment une de mes grosses madeleines de Proust. C'était trop bien. Puis ça va, je veux dire, le mec, non mais c'est bien parce que le mec en 95, ouais. Il signe pour 15 ans. Ouais. Puis ils ont réussi à s'en servir convenablement en 2010. Ouais, c'est en 2012. Ouais, en 17 ans après. C'est quand même ouf, hein. Ouais, parce qu'il a jamais été bien utilisé, en vrai. Bah, c'est ça. Il a été très bien utilisé qu'à cette période-là. Parce qu'en plus, lui, quand tu le vois, quand même, il avait de quoi faire. Parce que lui, par contre, pour le coup, autant on parlait tout à l'heure de Byron Saxton qui avait une belle tête, tu sais, une tête de mec sympa. Mark Henry, il a pas une tête de mec sympa. Alors qu'il est trop sympa. Bah, depuis qu'il est chauve, il a une tête de mec sympa. Quand il a arrêté sa carrière. Ouais. Mais quand il avait les dreadlocks, la barbe, et vraiment, désolé, on fait un petit aparté Mark Henry parce que ça me fait kiffer. Quand il est en Hall of Pain, avec le t-shirt ou peut-être WS Man, tu vois, World Strongest Man, où il est filmé de contrebas de dos quand il rentre dans l'entrée. Je sais pas si tu te souviens. Il pétait
une de ses classes. Et lui aussi, il a des meilleurs theme songs ever. Oui. Le Break His Neck, c'est génial. Et puis maintenant, mais j'adore maintenant quand tu le vois, même parce qu'il fait du mixage. Oui. Et il a l'air trop gentil. Pareil que le Big Show, je lui paierai pas à bouffer. Ouais. Mais il a l'air trop sympa. Tu m'étonnes. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Désolé. Donc en fait, il est en rivalité mid-card et il va reprendre sa rivalité après sa défaite face à... Émission un jour sur Marc. Voilà, face à Marc Henry. Ouais, bah, j'aimerais bien, ouais. Après sa rivalité face à Marc Henry, il va reprendre sa rivalité face à Christian, où ils vont s'affronter dans 3 pay-per-view. Bah, 2 pay-per-view et à SmackDown. Ils vont s'affronter pas quoi en foot. Ah bah oui, c'est ça, c'est des rivalités mid-card. Donc en fait, il va affronter Christian à Hell in a Cell, à Vengeance et à SmackDown. Et il va gagner 2 matchs sur les 3. Toujours quand Non, il est en winning streak, excusez-moi. Il est en winning streak, il a 12 matchs gagnés d'affilée. Donc il perd pas face à Christian. Non, il ne perd pas, il le bat 3 fois. Et toujours ton histoire que tu avais donnée par rapport à SmackDown, où ils aiment bien clôturer une rivalité à SmackDown. Oui, c'est ça. Et en fait, bon, il le faisait plus comme à l'époque, mais... Mais en fait, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, après sa défaite face à Marc Henry, en fait, il a décidé de plus perdre de match. Alice, chute ma fille. Voilà, donc c'est cool qu'il atteigne, comme j'ai dit, 12 victoires d'affilée. Et ce qui lui permet, en fait, d'être l'un des favoris du Royal Rumble. Sauf que, on arrive au Royal Rumble, on en a parlé dans la vidéo de Chris Jericho. C'est pour aller au WrestleMania 28 sur Rumble, et on est toute la sphère internet, toute la sphère des fans. Le Rumble, il est pour Chris Jericho. Tout le monde sait qu'il est pour Chris Jericho. Comme celui de 2026. Voilà, c'est vraiment, voilà. Tout le monde sait que ça va être pour lui. Et ben non, il se fait éliminer à la fin par Sheamus. Parce qu'en fait, le mec a repris de l'overness au taquet. Il gagne tout le temps à SmackDown. C'est un excellent face, vraiment combatif et tout. En fait, le personnage de Celtic Warrior, en fait, maintenant que j'y pense, je le trouve mieux en face, en fait. Parce qu'en fait, le mec, il lâche rien. En fait, c'est un tough guy, il veut rien lâcher, et en fait, il peut combattre et tout. C'est là où vraiment le bro kick prend une popularité de ouf. Après, c'est génial, le bro kick. C'est génial. Bah, justement, je me souviens qu'à ce moment-là, il avait un t-shirt gris-rouge, un peu comme ça, et où t'avais la botte. Ça me parle, ça. Voilà. Ça me parle. Là, tu vois. Et moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs du Rumble là, même si je l'ai vu, ça, je sais qu'on l'a vu, ça, j'en suis sûr. Et je sais qu'aussi, les gens étaient contents de le voir gagner. Ouais, alors que tout le monde pensait à Jericho, tu vois. Quand Jericho se fait éliminer, il a une pop de ouf, ouais. Il a vraiment une pop de ouf parce que personne s'y attendait, quoi. Et moi, je suis content qu'ils aient fait ça. Et ça va le mener à WrestleMania 28. Face au même adversaire que l'année dernière. C'est ça. Daniel Bryan. Voilà. Sauf que là, on est d'accord, c'est Daniel Bryan le champion. Oui, c'est Daniel Bryan qui a récupéré le titre des mains de Mark Henry et du Big Show grâce au Money in the Bank. Il est dans son gros run de heel. Mais il a récupéré le titre face à Big Show et Mark Henry. Mais il vient comme une petite pute, hein. Ah bah, t'as pas le choix. En fait, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est un match oui, ça TLC. C'est un match de chaises entre Big Show et Mark Henry, où en fait les deux se tartinent la gueule. Et en fait les deux sont couchés par terre comme 2 énormes tortues, là, ils n'arrivent plus à se relever. Et lui, il vient comme une petite pute. Il tente de faire tomber sur un qui se dégage, il fait tomber sur l'autre et ça fait 3. Ok. Vraiment, c'est vraiment en même temps, un vol. En même temps, t'as pas le choix. Ah oui, en même temps, t'es contre les deux là, Voilà. Et en fait, du coup, on arrive en février à l'Elimination Chamber. Sheamus, il attaque justement le champion mondial Daniel Bryan après qu'il ait gagné son titre. Et qu'il ait retenu son titre dans le Chamber. Oui. Voilà. Bryan a gardé son titre dans le Chamber et Sheamus vient l'attaquer. Et on est obligé de faire cette anecdote, je suis désolé, on digresse beaucoup, mais c'est très drôle. J'étais appelé à 3h du matin, je vois. Putain, c'est celui-là? Ouais. Où j'étais persuadé que le champion mondial à la fin du Chamber, ça allait être Santino Marella. Oui, alors tu m'as pas appelé. Ouais. Tu m'as envoyé un message, tu m'as dit, ils vont le faire gagner, c'est con. Ouais. Parce que je pense que à l'époque, j'avais pas regardé avec toi parce que je devais être en couple avec quelqu'un, je sais plus l'histoire, mais j'avais pas pu te voir. Et tu m'avais dit, tu m'as envoyé des messages sur lui. Ouais. Et tu m'as dit, ils vont le faire gagner, c'est con. C'est ça. Et en fait, Bryan. J'adore ce Rumble avec Santino. Ouais. Et ils auraient dû faire gagner Santino. Ce Chamber est génial parce qu'en plus, c'est la seule fois où il va tuer ultra combattant. Santino, il va tenir dans la level lock pendant. La pop, parce qu'en fait, il est en train de se dégager de la level lock, mais en fait, Bryan arrive quand même à le faire taper. Ce qui est normal, en fait. Mais j'y ai cru quand même. Et en fait, l'autre, il arrive à s'en sortir. Alors que pareil, c'est un peu un Chamber. Il y a des matchs comme ça où tu te dis le champion ne sera jamais vaincu. Et en fait, si. Ouais. Et du coup, derrière, Sheamus, en fait, il fait un impact en choisissant Daniel Bryan. C'est énorme. C'est qui le champion de l'autre côté? On est à WrestleMania 28, c'est CM Punk. Ok. Parce que ça va être CM Punk et Jericho. Ok. Voilà. Et ben, quand on revient, on fait un back forward de 1 an. Daniel Bryan, Sheamus, ils s'étaient affrontés à WrestleMania 27, ils voulaient catcher ensemble, ils se retrouvent en pré-show, ils se sont dégoûtés. On arrive à WrestleMania 28. En pré-show, ils ont un vrai match par contre. Et ils ont un vrai match. Là, ils sont sur la carte principale, donc là, c'est pour le titre poids lourd. Donc nickel,
Brian, il est au sommet, il commence à être au sommet de son personnage de Je te laisse, je vais juste sortir le chat, je te laisse. Voilà. Il est, les champs yes commencent à hyper bien marcher, alors qu'il est heal. Parce qu'en fait, les champs yes ne commencent pas avec le yes movement, les enfants. En fait, il est heal, mais en fait, quand il gagne son titre, Brian, il commence à faire des yes en étant insupportable. Yeah, j'ai jamais gagné. Il est en couple avec AJ à ce moment-là. Voilà, il est avec AJ. Et on se dit, putain, enfin les deux, ils vont pouvoir bien catcher. Daniel Bryan, là, ils lui font confiance. Il est champion mondial quand même, malgré son physique et tout ça. Vas-y. Voilà, et on a Sheamus, vainqueur du Rumble, on se dit, ça va être un putain de match. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le temps d'un bisou. Le match est fini. Le temps d'un bisou. En fait, c'est que le début du match... Je fais des longs bisous. Je pense que tout le monde... c'est ça. Mais je pense que les gens s'en souviennent, mais du coup, on va rappeler le contexte. Début du match, en fait, Brian, il parade, il va embrasser AJ Lee, et c'est pour ça qu'on appelle ça le Kiss of Death. Il va embrasser AJ Lee aux abords du ring. Il est dos. Retourne. Brock kick, 1, 2, 3. Et j'avais vu dans des interviews, ils étaient dégoûtés. Tous les deux. Parce qu'en fait, ils voulaient vraiment catcher, ils étaient contents sur la carte principale, et en fait, on décide que le booking, où Brian, en fait, il se fait humilier en 8 secondes. Et en plus, ça aurait dû et en plus, j'avais lu qu'ils voulaient que ce soit encore plus court. Enfin, en fait, ils auraient voulu que ce soit le match le plus court de WrestleMania. Enfin, c'était compliqué, hein. Non, mais mais avec le booking, ça dure trop longtemps. Oui. Parce que je rappelle que le match le plus court de WrestleMania, c'est The Rock contre Eric Rowan. Oh putain! J'avais pas oublié celui-là. Ah putain, c'est quand The Rock il crame tout avec sa... Ah, c'était nul. Ça perd l'hypopète. Voilà, et on a dit de la merde, c'est pas 8 secondes, c'est 18 secondes. Ah pardon, le temps de 2 bisous. Parce que derrière, je sais que Sheamus aura le t-shirt 18 secondes. Ah bah oui. Moi c'est pas le temps d'un bisou là, moi je fais plein de trucs en 18 secondes. Oh putain. et en fait, il va avoir une petite rivalité post ça. On va passer la rivalité avec Brian et fini. Oui, puis de toute façon, Brian, là, on n'en parle plus parce qu'on se réserve ça pour le jour de son émission. Évidemment. Ce sera dans le 5e ou 6e épisode sur Brian. Là. Ouais, bon, il y aura quand même un match face à Brian, mais plus tard. C'est qu'en fait, là, entre WrestleMania et Extreme Rule, il va avoir une mini-rivalité face à Alberto Del Rio. Donc là, on est d'accord aussi que c'est la seule fois où il remportera le titre poids lourd. Voilà, du US Championship. Exactement. Et en fait, et à Extreme Rule, justement, parce que dans la rivalité, comme il est éliminé en 18 secondes, et qu'en fait, il dit, j'étais pas prêt, hein, j'étais pas prêt, tu m'as pris de court, machin, dans un vrai match, tu me battrais pas comme ça. Donc, du coup, la stipulation, ça a tout à top freefall. Comme ça, au moins, y a pas de balle. Et là, Brian, il perd 2-0. Il prend même pas la peine. Ils avaient vraiment quelque chose contre Brian. Ouais. Merci Kane. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est vraiment un champion lambda, oubliable, lambda. Ouais. En fait, il va faire beaucoup de multi-man match. Dans mes notes, je lis Over the Limit, ça va être un Fatal 4-Way, où il va quand même battre Jericho avant son départ. Il va affronter toujours Del Rio, il va affronter Dolph Ziggler. Normalement, il était censé affronter Del Rio pour No Way Out, ça va être Dolph Ziggler. Mais en fait, il affronte que les mecs de la mid-card, en fait. Les upper mid-carders, Del Rio, Ziggler et tout ça. Et là, on est en 2012. On est toujours en 2012. On est en 2012. Mais il va quand même garder le titre assez longtemps, parce que de WrestleMania, il va le conserver Over the Limit, No Way Out, Money in the Bank, SummerSlam, Night of the Champion, où il va affronter pratiquement tout le temps Ziggler. C'est Ziggler, en fait. Il affronte que Ziggler. C'est sa plus grosse possession de titre, là. Ouais, c'est vraiment ça. Mais les amis, dites-vous bien que c'est déjà sa 3e. Ouais. Et il y en a que 4. Il y en a que 4, ouais. Et il y a encore 15 ans, presque 15 ans de carrière derrière. Et voilà. Et en fait, justement, je le dis, c'est son 3e titre qui a été le plus long et qui a duré 210 jours. Bah voilà. Et ça, par contre, c'est quand même bizarre, c'est qu'en fait, il va perdre son titre face au Big Show à Hell in a Cell. Donc, quand même, remettre le titre sur Big Show en 2000. Mais ça, j'ai même pas, en 2012. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Et j'ai quand même envie de dire qu'on est en 2012 et que le mec, depuis 2010, il est 10e au Puy en 2010, 12e au Puy en 2011, donc c'est quand même déjà pas mal, 5e en 2012, c'est son meilleur classement, c'est sa meilleure année. Et 6e en 2013. Ensuite, il va à chaque fois reculer, sauf avec une petite éclaircie en 2016 où il sera 17e, mais sinon il va toujours reculer un peu plus loin. 21e, 42e, 57e. En fait, c'est l'un des main eventers de SmackDown, mais vraiment SmackDown était vraiment, il y avait
tu sais, c'était les super shows. Donc en fait, les deux, les champions allaient un peu partout. Il y avait quand même le draft, je crois, mais pas trop respecté. Et en fait, SmackDown était vraiment en dessous de Mais c'est pour vous dire, quand je dis ça, parce que les classements du puits en soi, on s'en... Bon. Voilà. Mais c'est juste qu'en fait, c'est vraiment le mec, il est sur une carrière de, là, 17 ans. Et ses meilleurs classements, 2010, 2011, 2012, 2013, à partir de là, ça devient un catcheur lambda. Il va même être des fois dans les limbes, hein. 126e, 85e. Oui, bien sûr. C'est vraiment pour vous dire, les amis, à quel point là on va arriver sur 2013, et ça va être sa dernière année, en fait, en tant que vraiment pertinent. Et après, par contre, c'est en tant que face où il était plus pertinent. Mais parce que moi, c'est un mec que tu peux naturellement te chirer, hein. Parce que même il paraît quand même cool. Et c'est surtout que moi je trouve qu'il est trop unique en fait dans son apparence déjà. Ah bah déjà, t'as personne qui peut être aussi blanc que lui. Hein. Ouais, voilà. Et donc du coup en fait, on reprend la chronologie, il va affronter jusqu'à la fin de l'année le Big Show en rivalité, mais il va jamais lui reprendre le titre. Je s'en fous. Totalement. Ouais, franchement c'est pas très très intéressant. Et quand même. Mais par contre au Rumble, il va participer au Rumble, il va se faire éliminer par Ryback. 2013. Voilà, c'est le Rumble gagné par John Cena. C'est un Rumble vraiment pas bon. Ouais. Où justement tout le monde pense que c'est Ryback qui va le gagner, mais finalement c'est John Cena. Bah, avec les années, heureusement que Ryback n'a pas son nom dans le palmarès du Rumble. Ouais, franchement, ouais. La tête de Thomas est impayable, les enfants. De toute façon, il a jamais compris les règles. Et en fait, ça va être un truc quand même assez marquant, mais pareil, on va dire où il va servir à pousser d'autres gens. C'est qu'en fait, il va faire partie des mecs qui vont être face à The Shield. Et du coup, à WrestleMania 29, il participe au Chamber, mais on s'en fout, hein. Et en fait, il va être en équipe avec Randy Orton, le Big Show, face à The Shield. Où ils vont se faire marrer. Parce que c'est normal. Le Shield, il gagne tout. C'est normal. Et surtout que derrière, t'as le Big Show qui tourne sur eux. Oui, bah, Big Show. Ouais, pour pas changer. Oui. Voilà. Donc, c'est quand même cool parce que derrière, il va être toujours lié aux mecs qui vont affronter le Shield. En fait, c'est plus tard. Le temps de Big Show, c'est plus tard, en fait. Mais en fait, il y a Ryback, Randy Orton, Big Show et Sheamus durant, on va dire, une bonne partie là. Ils vont être autour du Shield. Une bonne partie de l'année. Ouais. Début d'année, en fait. D'accord. Une partie du début d'année, il va être autour de ça. En fait. Mais pour perdre. Oui, de toute façon, le Shield, c'est le Shield qu'il faut pusher. Voilà, c'est le Shield qu'il faut pusher, jusqu'à ce que ce soit Elno et Ryback qui vont faire un match de ouf face au Shield qui est exceptionnel. Là, ce match-là, c'est le meilleur match de Ryback dans sa carrière, normal, en fait, parce qu'il y a Daniel Bryan et Seth Rollins qui font des dingueries. Donc, voilà, celui-là. Voilà, il est génial, le match. Franchement, le match-là, il est ouf. Mais finalement, en 2013, c'est pas la folie, alors. Voilà. Mais non, c'est pas la folie, c'est qu'il va être en fait, ça va être un gros mid-card, encore une fois. Il va retourner en mid-card. Il va reprendre sa rivalité face à Mark Henry. Toujours en tant que face. Rien d'important. Ils vont quand même avoir un strap match à Extreme Rule que Sheamus va gagner, mais il va se faire attaquer par Damien Sandow. Encore un des oubliés pour le coup. C'est vraiment en rivalité bas de carte. Ouais, et puis Damien Sandow, pour le coup, lui, il s'est vraiment fait oublier, quoi. Il y a son moment où il était avec The Miz où c'était vraiment marrant, et sinon c'est tout. Bah, en fait, Damien Sandow, c'est quand il parodie quand il s'habille aussi en autre catcheur, non? Ouais. Il fait partie des mecs qui a raté qui a été Money in the Bank et qui l'a raté, non? C'est exactement ça. Ouais, il y a rien à dire. Non, mais Damien Sandow, faut même pas se souvenir de ça, en fait. Exactement. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre, notre bon Sheamus dans l'année d'intéressant? Donc, rivalité face à Sandow, Cody Rhodes, où Cody Rhodes a réussi à mettre ouvert une moustache, je le dis. Il va participer au Money in the Bank, mais il va pas le gagner, évidemment. Il va se blesser à ce moment-là. Et en fait, il va revenir qu'en juillet. Donc en fait, il va se blesser en... Ouais, il va se blesser que pour une semaine, en fait, ça va. Moi, ce que j'ai envie de te demander, mais ça ira, c'est que si là, on va arriver sur 1, 2 ou 3 années où c'est comme ça, où en fait, il est juste dans les limbes, est-ce qu'il se serait peut-être pas le plus intéressant de revenir au moment où ça va être un petit peu pertinent? C'est ça, on va aller hyper vite, du coup, parce que là, finalement... Là, je relis mes notes et c'est pas intéressant, quoi. S'il y a rien à tirer des années 2013, 2014 ou 2015, je sais pas. C'est ça, c'est qu'en fait, il est souvent challenger, où en fait, il va perdre face à Del Rio, il va faire un retour surprise au Royal Rumble parce qu'il est un peu blessé, où il va être éliminé par Roman Reigns. Il va vraiment, en fait, il va participer à la Battle Royale d'André Géant à WrestleMania 30. On s'en fout parce que c'est la Battle Royale qui va être gagnée par Cesaro. Donc vraiment, c'est pas intéressant. Et
On va avancer parce que c'est vraiment. Moi, je pense qu'on devrait aller parce que si c'est ça. Le truc un peu important, c'est qu'il va regagner le titre US. Ouais. Pour la seconde fois en reprenant après le long règne de Dean Ambrose. Où Dean Ambrose a été champion US pendant pratiquement toute une année. Et en fait, c'est lui qui va redevenir champion. Et il va affronter Cesaro qui sera accompagné de Paul Heyman, mais c'est aussi un truc qui a été un échec. Oh putain. C'est vraiment, en fait, comme tu dis, c'est vraiment pas intéressant, quoi. Tout ce que je lis là, c'est qu'en fait, il est dans des rivalités mid-card dans tous les sens. Moi, je pense qu'on devrait peut-être aller en 2015 vers le Money in the Bank 2015. Ouais. Parce que je pense que c'est là son retour. En fait, c'est que il va se blesser. Il va se blesser en fin d'année 2013. Ouais. En fin d'année 2014, pardon. En fin d'année 2014, il va se blesser et en fait, il va revenir le 30 mars. Avec un nouveau look. Voilà, on va reprendre après ce soir. Voilà, parce que je pense que le reste, c'est en soi, ces années-là, si c'est pour que tu dises, il a perdu contre lui, ou ça sert à rien. Bah oui, c'est vrai que j'ai voulu vraiment être, excusez-moi les amis, j'ai voulu être précis, mais en fait, c'est vrai que c'est nul, quoi. Bah, autant... on est période WWE où la mid-card. Non, mais là, quand t'as parlé de ses prises de titre, c'est intéressant. Et je me dis 2015, c'est très intéressant, autant qu'on en vienne là. Je suis d'accord. Et on fait là 2015. Ce que je te propose, on parle de 2015 jusqu'à l'apogée. Et après, on fera une première pause parce que après, on repasse à autre chose. Vas-y. Allez. Donc, du coup, il fait son retour en fin mars 2015 et il revient de sa blessure parce qu'en fait, il avait eu une grosse blessure. En fait. C'est pour ça qu'on l'a pas vu pendant pas mal de temps quand même. Et il revient avec un nouveau look où je pense que beaucoup s'en souviennent, où il a sa grande crête là, où il a une barbe un peu bizarre avec des bijoux dedans, une grande crête. Et en fait, il revient, on pense qu'il est face. Et en fait, on pense qu'il vient sauver Daniel Bryan et Dolph Ziggler de l'attaque de Wade Barrett. J'ai même envie de te dire que il a morflé. Alors, il a perdu. Je sais pas si tu avais dit qu'il avait perdu le titre contre Rousseff. Le titre, ouais, voilà. Je l'ai pas dit. Ouais. Ok, il a perdu contre Rousseff. Excuse-moi, c'est juste parce que là, je suis tombé sur sa blessure. Mais c'est une grosse blessure. Une neurafaxie cervicale gauche, une épine osseuse. Un rétrétissement du canal rachidien, un rétrétissement des canaux nerveux, ainsi qu'une compression nerveuse avec le cou. Ouais, il a pris cher. Mais le cou. De toute façon, les blessures au cou, à la nuque, c'est des trucs de malade. Donc, il revient, je te reprends, le 30 mars 2015 à Raw, il fait son retour de blessure avec un nouveau look. On pense qu'il est là avec... Pour sauver Daniel Bryan et Dolph Ziggler de l'attaque de Bad News Barrett. Alors qu'en fait, il éclate. En fait, il fait il turn et il éclate Daniel Bryan et Dolph Ziggler. Voilà, donc on est d'accord. Là, j'ai une photo de lui en 2015. Il est monstrueux. Il est vraiment dessiné à mort, même s'il a tu sens qu'il a perdu un petit peu au niveau des trapèzes. Oui, ce qui est normal. Et il a les bras un petit peu moins costauds, ce qui est logique. Mais par contre, le ventre et tout, exceptionnel. Et c'est à ce moment-là où les gens se foutent de sa gueule. C'est ça, parce que dès son apparition, le public chante Your look is stupid. La crête en soi me dérange pas, mais alors les bijoux dans la barbe, c'est un peu les bijoux dans la barbe, c'est un peu moche. Mais c'est surtout que déjà moi les mecs qui ont la barbe. Moi je trouve qu'en tant que personnage de heel, parce que là il a comme un gros heel, avoir un autre style, c'est stylé. Par contre, on a beaucoup gueulé les fans, c'est parce qu'il lui change sa musique aussi. Oui. Et qu'en fait sa musique, on en a pas parlé, donc on va en parler. La musique qu'il avait jusqu'à maintenant, Written in My Face, c'est l'une des meilleures. Elle est trop bien. Et en fait là il revient avec une musique sans parole. Mais par contre, son entrée pue la clash. Je sais pas si tu te souviens, où en fait il est illuminé par la lumière blanc, et comme il est blanc, bah du coup limite tu le vois pas et tu le vois comme ça. Oui, comme ça je me rappelle. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, il entame une rivalité mid-card face à Ziggler, où il dit que l'ère des underdogs est finie. Alors, en fait, il veut défoncer les underdogs. Voilà. Je sais pas pourquoi. Mais... Et moi, j'ai même vu qu'à Extreme Rules, ça va amener à un match que je n'avais pas souvenir, surtout en 2016, quoi. Parce que c'est une stipulation... 2015, pardon, parce que c'est une stipulation de McMahon d'avant, ça. Kiss My Ass. Kiss My Ass. Match, oui. Où il va perdre le match. Ça, je comprends pas. Le mec revient, ça, je fais perdre. Ça, je comprends. Et comme il refuse d'embrasser le cul de Ziggler, en fait, il le défonce et il attrape la tête de Ziggler et se le colle sur son cul. Voilà. Donc, il avait été mid-card. Après ça... Mais moi, j'ai vu qu'à Payback, il prend sa revanche sur lui, il le bat. Exactement. Il participe à l'Elimination Chamber pour le titre intercontinental vacant, qui était le titre que Bryan a dû rendre vacant parce qu'il était de nouveau blessé. Qu'il avait gagné à WrestleMania. Exactement. Et il va pas gagner ce match parce que c'est le match qui va être gagné par Ryback. Et j'avais déjà donné l'anecdote, je crois que je l'ai donné en live, donc je vais la donner maintenant. C'est un Elimination Chamber qui est, alors pourtant le casting est cool, mais il est pas ouf le match,
parce que il y en a 2-3 dans le match, dont Ryback, qui oublie le match. Et en fait, Dolph Ziggler call le match à 3-4 catcheurs dans le match. Sauf que ça s'entend. Moi, ça m'avait sorti du match, quoi. C'est vraiment des grands neuneux. Heureusement qu'il y a le mec le plus pro, Dolph Ziggler, qui était là, quoi. Et tu dis qu'ils sont pro. Sheamus aussi, il avait oublié le match? Lui, il était pas rentré. Ah, ok. En fait, c'est au bout d'un moment, ils sont à 3 dans le ring, il y a Mark. Ah, c'est avant qu'il rentre, ok. Voilà. Il remporte, Et post ça, il va avoir un gros fait marquant, tu l'as déjà spoil. Ah oui, excuse-moi. Il a gagné Money in the Bank. Donc, déjà, personne n'y croyait à ce moment-là aussi. Parce qu'en fait, il sort quand même de nulle part après ce Money in the Bank là. Moi, il y a un truc que j'adore. Vas-y. Vas-y. Non, mais moi, le truc que j'adore, c'est que quand je regarde les résultats, c'est que le 14 juin, il gagne Money in the Bank au pay-per-view, donc. Et le 19 juillet, au pay-per-view d'après, il perd face à Randy Orton. Oui. Quel est le putain d'intérêt de le refaire perdre juste après qu'il ait gagné le Money in the Bank? Et on a l'impression qu'on ressort une stat, hein, plus on fait sa carrière. Il a déjà battu Randy Orton dans un match? Je sais pas. Vas-y, Randy Orton, je sais pas, il le bat, hein. Mais en fait, je ne comprends pas. C'est que c'est toujours la même chose. Quand tu lis, si tu regardes toute sa biographie, c'est pareil. À Battleground, il perd face à Randy Orton. Mais à SummerSlam, il prend sa revanche. Bah oui. À Extreme Rule, il perd face à... Alors, là, je refais un petit... Il perd face à Dolph Ziggler. Mais à Payback, il prend sa revanche. Mec, à un moment, c'est bon, quoi. Après, on est au pic de la WWE avec le booking 50-50. À cette époque, c'est tout en ça dans les rivalités, quoi. L'un perd, l'autre gagne, l'un perd, c'est chiant, en fait. En novembre, il va participer au tournoi vacant pour le titre WWE World Heavyweight. J'avais un petit truc quand même. Qu'à Night of the Champion, il avait tenté d'utiliser sa mallette entre Seth Rollins et Sting. Ah oui, et ça. Et Kane intervient et attaque les deux catcheurs. J'ai pas le souvenir du tout de ça. Voilà. Mais c'est la fois où Seth Rollins si tu Sting. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est cette année-là. Ouais. C'est dans ce match-là. Bon, vas-y. En novembre, il va participer au tournoi pour le titre WWE vacant parce que Seth Rollins s'est pété le genou face à Kane au show. Ouais. Donc le titre est vacant. Sauf que il se fait éliminer premier round par Cesaro. Après, le mec a le Money in the Bank qui participe à un tournoi pour être champion. Pourquoi tu participes à ce tournoi-là alors que t'as déjà la manette, connard? Je comprends pas. Et en Survivor Series, en fait, il va cacher sur le nouveau champion Roman Reigns qui venait de battre. Il perd avant. Ah, je sais même si il part dans un match. Il perd avant un traditionnel 55 match. Un 5-5. Ouais. Un 5-5. Le New Day, King Barrett et lui perdent face aux Usos, les Lucha Dragon et Ryback. On s'en fout. Non mais. Ouais, après, ils aiment bien, hein, le mec qui perd avant. Oui, ça c'est normal, c'est pour le faire oublier. Voilà. Mais du coup, il va cacher dans le main event, parce qu'en fait, le main event, c'est Roman Reigns contre Dean Ambrose, pour savoir qui va être champion vacant. Et il va cacher directement sur Roman Reigns qui vient de gagner le titre. Un beau kick, et redevient champion du monde poids lourd pour la 3e. Poids lourd WWE, les amis, hein, parce qu'il en a eu 4 des titres, mais là, voilà. Et c'est son dernier titre. Mais le truc est un peu sympa, parce qu'en fait, on est à l'époque où l'autorité veut couler Roman Reigns. En plus, ils ont perdu Seth Rollins. Et en fait, Triple H propose sa main à Sheamus pour faire partie de l'autorité qui refuse. Et là, moi, je sais pas pourquoi, en fait, ça par contre. Et moi, j'ai que, quand même, le 13 décembre, il conserve son titre en rebattant le même adversaire dans un TLC match. C'est ça. Et que là, il est quand même aidé par la League of Nations. Voilà, c'est la création de la League of Nations, qui est l'un des pires clans de ever. Alors, pourtant, sur le papier, voilà, merci, c'est ce que j'allais dire. Il y en a un, on va pas passer le privé, mais c'est quand même 4 beaux bébés, quoi. Sheamus, Alberto Del Rio, Rusev et King Barrett. Ce que je te propose, mon petit message, c'est qu'on fasse juste une petite pause après ça. Ouais. Parce que j'aimerais bien juste avoir des nouvelles du petit. Pas de soucis. Si on fait une pause maintenant. On fait une petite pause et ensuite on reprend. Mais ça y est, on en était à la création de la League of Nations. Oui. Ça lui a servi d'enforcer face à son premier match face à Roman Reigns, du coup. C'est ça. Et en fait, en plus, il va se foutre de sa gueule en portant un t-shirt Sheamus 5-15 parce qu'il l'a battu en 5-15, quoi. Pour faire comme Austin, c'est nul. Ouais, c'est complètement nul. De toute façon, c'est l'un des pires clans ever. Ouais. Pourtant, le potentiel de mettre ces mecs-là ensemble, ça pourrait être cool. Mais en fait, c'est un clan qu'ils ont tué au WrestleMania d'après, non? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, oui, qu'ils ont tué le WrestleMania d'après, parce qu'en fait, il va réussir à battre Reigns à TLC. C'est ce qu'on est en train de dire, ça. Grâce à League of Nations. Et en fait, il va perdre un match, je crois que c'est à Raw en plus. Pour le titre, tu parles? Ouais, pour le titre, parce que la situation, c'est que si Reigns y perd, il se fait virer. Alors, moi j'ai aidé de ses partenaires. Après le combat, frustré et énervé par sa défaite, celui-ci tabasse le trio avec une chaise, tout comme Triple H qui essayait évidemment de le calmer. C'est un moment où il s'en prend à Triple H. C'était la seule fois du run de face de Roman Reigns où j'y ai cru. Parce que quand il défonce Triple H, c'est génial. Il met pas un spire.
il devait lui en même 2 ou 3, je crois, il le déboîte. Le lendemain à Raw, il perd sa ceinture par le même opposant dans un title vs career match. Voilà. C'est ça. Et en fait, c'est le fameux, il va participer au Rumble qui va être gagné par Triple H pour le titre vachement. Ouais, où il élimine Bray Wyatt. Ouais. Avant d'être lui-même éliminé par Roman Reigns. Exactement. Voilà. C'est ça, donc pas intéressant. À Fastlane, la League of Nations va tenter d'affronter le New Day. Ils vont pas les battre, ils vont pas récupérer les titres. Ouais. Il y a le pay-per-view Roadblock, on s'en fout, c'est toujours face au New Day, et en fait ça les amène à WrestleMania. Donc match 3 contre 3, donc League of Nations contre le New Day, qui vont réussir à battre par contre, mais quand le titre est pas en jeu, sinon c'est pas drôle. Et c'est juste important, même pas, c'est juste que ça fait un gros WrestleMania moment, comme t'aimes bien dire. Moi c'est un de mes WrestleMania moment, c'est parce que la WWE l'utilise, mais on va le faire très rapidement. C'est qu'en fait, après le combat, donc ils battent The New Day, c'est Alberto Del Rio, Rusev et Sheamus, puis il y a Wade Barrett qui doit les rejoindre ensuite sur le ring. Ils font les malins à célébrer comme des Golemons. Et il y a la musique de Mick Foley, ou de Shawn Michaels en premier? Non, c'est Mick Foley en premier. De Mick Foley en premier qui retentit. Et Shawn Michaels qui arrive, très belle shape. Très belle shape, en tenue de catcher. Et Stone Cold Steve Austin. Très belle shape, en tenue de catcher. Donc, et en fait, ils éclatent The Bar. Ils éclatent la League of Nations comme ça. League of Nations qui aujourd'hui est devenu un championnat de foot de nations qui est un petit peu qui remplit le calendrier pour peut-être pas grand chose, mais on n'est pas là pour parler de ça. Juste derrière, ils vont reperdre les titres face au New Day. Mais là, ils n'ont pas eu le titre. Ils l'ont pas gagné le titre. Ah oui, ils vont pas réussir à prendre le titre à Raw le lendemain. Et ils vont dégager Wade Barrett de la League of Nations en considérant que c'est le maillon faible, le King Barrett. C'est de la merde. Ils se font attaquer par la Wyatt Family derrière. Donc après avoir dégagé Wade Barrett, en fait, comme ils sont plus que 3, ils se font attaquer par la Wyatt Family. Sauf que la feud ne va pas démarrer parce que Bray Wyatt va se blesser. Et ce qui donne la fin de la League of Nations. Bon, c'est pas plus mal. Voilà, c'est pas plus mal. Donc on s'en fout. Moi, ce que j'ai servi, moi, ça me mène à SummerSlam. Ouais. Donc, où il bat Cesaro, où il entre en rivalité avec Cesaro et dans un Best of 7. C'est ça, parce qu'on va skipper ce qui s'est passé avant, c'est qu'en fait, à partir de juillet, il y a eu le draft, et Sheamus, il va commencer une rivalité face à Cesaro, comme tu dis. Et ils vont faire un truc que j'aime beaucoup, qui se faisait, je me souviens de Booker T. Chris Benoit. C'est mon préféré. Voilà. Des Best of 7. Ouais. Celui-là est très très bien, et en fait, ils se rendent en rivalité, et ils décident de faire un Best of 7 sans qui. C'est quoi? C'est quand tu sais pas quoi foutre de deux mecs, tu les mets comme ça? Exactement. Et des fois, ça donne de la magie, là, ça va donner de la magie. Parce qu'en fait, Sheamus, il va battre Cesaro 3-0. Ouais. Cesaro va revenir à 3-3. Et en fait, le dernier match, il n'y aura pas de vainqueur. Parce que c'était pour décider qui allait être challenger pour le titre US ou un truc comme... non, parce que il va coûter le titre US à Cesaro, Sheamus, mais on s'en fout. Mais oui, normalement, ils étaient censés avoir un match, je pense, de challenger numéro 1, je sais pas trop quoi, qui fait que ça va finir en match nul. Ouais. Et en fait, au lieu de leur donner un match de championnat, Mick Foley, qui est le general manager de l'époque, leur apprend qu'ils vont devoir travailler ensemble. C'est ça, et qu'en fait, ils vont avoir un title shot pour le titre par équipe. Et ils vont réussir à battre le New Day pour le titre de Raw. Et ça va donner de la magie, en vrai. Parce que l'équipe, on va pas rentrer hyper dans les détails, parce que ça reste une équipe de mid-card. Ils le gagnent pas tout de suite, hein. Non. Il a fallu du temps, hein. Ah oui, ils sont arrivés. Oui, excuse-moi, t'as raison. Ils remportent pas les titres ils ont du mal à gagner ils ont même du mal à gagner les titres. Alors en fait, ils sont en équipe ensemble, aux alentours du 30 octobre. À Hell in a Cell, ils battent le New Day par disqualification. Donc ils sont pas champions. Ils prennent vraiment le titre, on va passer les différents trucs. Ils prennent vraiment le titre. À Roadblock. Voilà. Roadblock End of the Line. Merde, ça aussi. Complètement. Voilà. Et ils deviennent enfin champions. Et comme je dis, ça fait de la magie parce que c'est le seul vrai partenaire de Sheamus à WWE par équipe. Parce que il y a qu'avec lui qui va gagner le titre. Ouais. Ils vont l'avoir plein de fois. Donc on va skipper vite, on va pas faire toute la chronologie de barre, les enfants. Parce qu'ils perdent pas dans le titre un mois après. Ah, Mania. Non, ils l'ont à Roadblock, c'est le 18 décembre, et ils le perdent au Royal Rumble. Face au club. Face au Good Brother. Non, mais c'est des trucs de fou, c'est qu'en fait, tu sens qu'il y a aucune continuité. Il y a aucune continuité, alors que vraiment, par contre, si on parle, c'est pour ça que je vais faire le petit point in-ring.
c'est que les deux, ils ont une chimie incroyable, ils commencent à trouver leur style, en fait ils s'aiment bien parce qu'ils défoncent des mecs, ils vont commencer à rentrer avec des vestes en cuir, à faire le signe de Dragon Ball dans leur entrée et tout, c'est de la fusion, ils font le signe de la fusion, c'est une excellente équipe, mais en fait à l'époque, ils ont une énorme division par équipe WWE, mais en fait il n'y a pas de continuité dans les stories. En fait, ce qui me saoule, c'est qu'on arrive exactement à ce qu'on a dit il y a 20 minutes, quand il était en rivalité avec je sais plus qui, quand il fait son retour en Tu es moche, là, tu sais, quand on s'est moqué de lui en 2015. Donc là, on est l'année d'après, et en fait, ça retourne sur la même chose. Tu vois, c'est-à-dire que à WrestleMania 33, c'est le retour des Hardy Boys. C'est ça. Donc forcément, c'est les Hardy qui gagnent. Ensuite, ils vont quand même reprendre le titre aux Hardy. Oui, mais alors pas tout de suite, parce que à Payback, ils gagnent pas le rematch contre les Hardy. Et puis finalement, ils font un heel turn. Et puis finalement, ils le regagnent avec Extreme Rule. Mais en fait, c'est toujours pareil. On te donne une rivalité, mais comme on ne sait pas trop, comme on veut que tout le monde, là vraiment, on est dans la phrase de Sturie, quoi. Tout le monde reste fort, donc c'est ça. Je gagne, tu perds, je gagne, tu perds, je perds, tu gagnes. Voilà, c'est exactement ça. Il y a quand même parce que c'est un des pires pay-per-view ever aussi, Great Ball of the Fire. Oui. Là, par contre, le match doit être sympa. Ouais, parce que c'est un Ironman Tag Team match qui finit en 4-3 et que The Bar va gagner. Donc ça, c'est un bon match. Je me souviens que c'est un bon match. Ils vont de nouveau perdre les titres face à Ronnie Ambrose. Là, je deviens fou. Quand je lis les trucs, je deviens fou. C'est pour ça, en fait, ils vont être 4 ou 5 fois champions d'équipe. Et en fait, c'est dans une année. Oui, non, mais moi, ce qui me choque, c'est que ce qui me saoule, c'est que c'est toujours pareil. Ils ne conservent pas la ceinture parce qu'ils perdent. Il y a un rematch à No Mercy. Ils perdent face au même adversaire. Il est révélé que pendant le combat, c'est blessé aux incisives. Ah! C'est le jour-là où il s'est blessé, où il y a eu les dents qui sont rentrées dans son... Ouais, quand le pauvre Cesaro, il se rentre les dents dans les gencives. Ouais. En fait, il y a rien d'important. C'est ça. En fait, ils vont affronter toutes les équipes possibles. Hein. Ils vont même ils vont même faire équipe avec The Miz, Braun Strowman et Kane. Pour perdre à 5 contre 3. Un 5 contre 3, 1 contre la moitié du Shield et Kurt Angle. Est-ce que tu voudrais pas qu'on arrive à la, est-ce que, c'est quoi la fin de The Bar, peut-être, finalement? Parce que, à la fin, c'est que des trucs comme ça, quoi. La fin de The Bar, ça va se manier 34. Dans ce truc lunaire. Voilà. Putain! On va tout passer. Donc, du coup, comme j'ai dit, ils vont affronter toute la division par équipe. Ils vont même ils vont même perdre d'une fois les titres contre Jason Jordan et Seth Rollins. Pour vous dire, hein, c'est vraiment ils gagnent, ils perdent, c'est que du 50-50. Et en fait, ils vont rentrer en rivalité face à Braun Strowman, à la période de WrestleMania 34, où Braun Strowman, en fait, il les défonce tout seul. Et en fait, ils disent, ouais, mais en fait, t'as pas de partenaire par équipe. Mais alors, quand t'as dit que c'était la fin de leur doux, non, c'est pas là, hein. C'est un an après encore, hein. Non, mais l'équipe va continuer. Ah oui. Et là, c'est le truc marquant de WrestleMania 34 pour eux, c'est qu'en fait, ils sont censés affronter Braun Strowman, mais qui n'a pas de partenaire par équipe. Donc en fait, il est censé leur représenter son partenaire. La rumeur parlait de Rey Mysterio. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Donc Braun Strowman doit présenter son partenaire par équipe pour affronter The Bar. Et en fait, Braun Strowman, il fait son entrée à WrestleMania, The Bar est déjà là. Et en fait, il dit, de toute façon, je peux prendre n'importe qui pour vous casser la gueule, en gros. Et en fait, il va choisir un gamin dans le public. Le fameux Nicolas. Un gamin. Oui, en fait, il est fils d'un arbitre. Voilà. Mais voilà, donc en fait, il va chercher un gamin dans le public. Et en fait, Braun Strowman, il va gagner le titre par équipe avec un gamin de 10 ans. Donc pauvre Cesaro et Sheamus, c'est vraiment, comme je dis, c'est la mid-card par équipe, quoi. Les mecs sont là pour perdre. Après, leur année, là, on a passé un peu vite leur année parce que c'est ce que je disais, puis je râle un peu parce que j'ai envie de râler, ça fait longtemps. Où c'est à toi, à moi, à moi, à toi, à toi, à moi, à moi, à toi. Mais par contre, en général, les matchs sont bons. Je me demande même si à cette période-là, on n'a pas l'une des meilleures équipes, d'une meilleure. Moi, je te le confirme. L'une des meilleures divisions par équipe de la WWE, toutes époques confondues. C'est ça, mais on arrive vraiment dans les ères WWE où même j'ai commencé à arrêter de regarder. Donc on est entre 2016 et jusqu'au Covid, mais bon, Covid vraiment différent. Mais en fait, c'est que il y a pas de storyline, il y a rien. En fait, c'est vraiment de la mid-card for life pour la majorité des bonhommes. Et c'est dommage parce qu'en termes in-ring, c'est très bon. Parce que oui, on a New Day, on a Uso, on a The Bar, on a eu les Hardy Boys, on a eu Seth Rollins Ambrose, The Club, là, Enzo et Cass. Là, je vois qu'on a encore les AOP qui viennent un petit peu plus tard. C'est ça. Les AOP où c'était quand même pas mal en soi. Il y a aussi Bray Wyatt et Woken McCarthy qui se mettent ensemble. Ouais. Non, mais il y a des trucs. Moi, ce que je te propose, c'est que on passe un petit peu tout ça parce que donc ils perdent le titre avec l'histoire de Nicolas. C'est ça. Ils sont envoyés à SmackDown. Ouais. Ils deviennent champions par équipe face au New Day à SmackDown pour la 1000e épisode de SmackDown. Ouais, grâce au Big Show. Voilà, exactement. Donc ça leur donne le titre par équipe de SmackDown, ce qui fait qu'ils auront eu les deux. Mais ils vont le perdre face au meilleur catcheur du monde et The Miz. Plus tard.
Ah, c'est après ça? Avant, ils perdent face aux champions par équipe d'Euro, aux champions vs champions de tag team match, au Survivor Series. On s'en fout. Complètement. Et derrière, ils vont servir à dropper le titre à The Miz et Shane McMahon au Royal Rumble. Voilà, quand Shane McMahon va devenir le meilleur catcheur du monde, parce qu'il va gagner le truc en Arabie Saoudite. Et donc, on va arriver à la fin de leur histoire, tous les deux, parce qu'il a une grosse blessure, notre brave Celtic Warrior. Il a une commotion cérébrale et il doit s'absenter pendant des mois. Il remporte pas les ceintures, battu par les Usos, dans un fatal 4-way tag team match à WrestleMania 35, où il y a également Aleister Black Ricochet. Le match est génial. Et Rusev Nakamura, et ce match-là est vraiment topissime. Bon, vraiment donc The Bar, juste, ce que je te propose, c'est plutôt que de faire là, c'est qu'on fasse un petit bilan. The Bar, en termes de in-ring, c'est génial. Les deux ensemble, ça clique super. Et leur cara design, leur apparence est top. Le fait que ça dure quand même presque 3-4 ans quasiment. 2 ans et quelques. Ouais, plus de 2 ans. Ouais, c'est quand même génial. Même si pour moi, WrestleMania 34 avec Nicolas, c'est un accident. Ouais. Parce que tu aurais très bien pu faire ça face à d'autres catcheurs que The Bar. Mais finalement, ça leur a permis ça a permis à ces mecs-là de se réinventer un peu. Mais ils font 3 WrestleMania. Ouais, ils font 3 WrestleMania, puis ils sont quand même champions et à Raw et à SmackDown, ce qui est quand même cool. Ouais. Et on va arriver à son retour après sa grave commotion cérébrale. On a SmackDown. Il va revenir durant l'ère du Thunderdome. Il va revenir avec son design OG. Donc son ancienne coupe de cheveux en pique, plus la crête, plus la machin. Il revient en mode classique. Et c'est chiant parce qu'en fait il revient pour affronter, censé sauver Shorty G. En fait il refait ce qu'il a fait à Daniel Bryan et... C'est ça, il est censé sauver Shorty G, mais en fait il va l'attaquer et faire un hit tout de suite. Mais c'est exactement le même booking. Le même booking. Par contre, durant l'ère du Thunderdome, il va avoir un truc qui a marqué un peu de gens, c'est sa petite rivalité face à Jeff Hardy. Où il y a l'un des pires segments ever pour moi. Non, ça c'est avec Randy Orton, ouais. Dans l'ère du Thunderdome, c'est juste en fait, il est en rivalité avec Jeff Hardy et il ressort les démons de Jeff Hardy et il organise un contrôle d'urine dans le ring pour voir si Jeff Hardy est drogué et ça finit en Jeff Hardy qui lui balance sa pisse à la gueule. Mais en fait là, je suis en train de lire toute sa carrière, il y a rien. Il y a un truc qui va être sympa derrière, c'est qu'en fait, à partir de sa rivalité avec Jeff Hardy, il va commencer à prendre un style de bagarreur de bar. Ouais. Où moi j'aime bien, il vient avec un genre de chapeau, un peu bizarre, un chapeau béret comme ça, une longue veste où il a des bretelles et tout. Je trouve qu'il commence à avoir la classe et en fait ça va lui servir. On va vraiment skipper tout le reste parce qu'il y a vraiment rien d'important à part qu'il va avoir un match quand même, une petite rivalité face à Drew McIntyre où il va retourner face durant l'ère du Thunderdome pour le retrahir. Parce que comme ça, ils sont cool de faire Drew McIntyre Sheamus, parce que Drew McIntyre, c'était le champion à l'époque. Mais ça va lui servir à tenter de pusher 2 jeunes. Donc là, j'avance très très vite. Moi, j'ai quand même que... Ah non, il y a un autre truc avant. Et moi, j'ai qui revient champion par équipe, champion États-Unis. Oui, c'est vrai qu'à WrestleMania, au retour du Covid, à 37, il bat Matt Riddle pour devenir champion US. Donc c'est quand même cool. Voilà, mais tu peux pas lui faire gagner le championnat intercontinental? Bah, c'était ça qui manquait en plus. Putain. Ouais, ils font chier. Et donc du coup, oui, il est vraiment low, il est vraiment mid-card même s'il est champion. Et en fait, on arrive en 2021. On skip très vite parce qu'en fait, il y a rien en fait, ça catch en mid-card. Bah, de toute façon, le WrestleMania, c'est déjà en 2021. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, le champion du US, c'est déjà en 2021. Et en fait, il va être drafté à SmackDown. Ou je sais même plus quand il perd son titre. Ah oui, il le perd face à Damien Priest. En fait, il se prend, il souffre d'une fracture du nez et il doit partir pendant 1 mois. Oui, mais justement, il va apparaître aux écrans avec un masque de protection de nez. Ouais, mais c'est plus tard. Hein. Plus tard, ouais. C'est à SummerSlam. Parce que quand il revient avec le nez, il conserve face à Humberto Carrillo. Et à SummerSlam, il perd face à Damien Priest. C'est ça. Et il va être drafté à SmackDown, où il va prendre sous son aile Ridge Holland, donc un nouveau catcheur. Ça, c'est plus sous contrat. On est déjà après, ouais, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Donc un catcheur qui vient du Royaume-Uni. Et en fait, il va créer une espèce d'équipe. La Brawling Brute. La Brawling Brute. Et ils vont être rejoints quelques temps après par Butch. Donc Pete Dunne qui va être repackagé en Butch. En fait, c'est pourquoi? C'est pour essayer de refaire une équipe et pour pouvoir toujours le remettre dans la division par équipe. Bah, pouvoir le mettre en mid-card. Parce que... Mais mine de rien, les Brawling Brute, ça va l'emmener à l'un de ses pics de sa carrière. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, ils sont heal, ils vont affronter un peu tout le monde, tu vois. Genre, à WrestleMania 38, ils vont affronter le New Day. Le New Day, ouais, dans un match ultra rapide. Il va
pas gagner le Money in the Bank, ton Money in the Bank préféré. Oui. Gagné par théorie. Bah, c'est là où j'ai quitté. Ouais, là où t'as quitté. Et en fait, Sheamus, il va essayer, il va être en rivalité face à Drew McIntyre, où il va ressortir ses matchs de Donnybrook match. Tu sais, un peu les matchs un peu à la bagarreur. Ouais. Et il va perdre le match face à Drew McIntyre qui va aller affronter Roman Reigns à Clash of the Castle. Et lui à Clash of the Castle. Et c'est ça. En fait, il va gagner un Fatal 5-Way qui va lui permettre d'affronter Gunther pour le titre intercontinental à Clash of the Castle. En repassant face. Parce qu'en fait, toute cette ère du Brawling Brute, c'est qu'ils sont heal, sauf qu'en fait, les gens kiffent. Ils kiffent voir Butch faire n'importe quoi et être incontrôlable parce que c'est petit teigneux que Sheamus est obligé de retenir parce qu'il attaque tout le monde. Et en fait, Sheamus, il fait un peu le daron, en fait. C'est le daron des brutes de Belfast, en gros. En fait, depuis quasiment 4 ans, 5 ans, c'est un catcheur par équipe. C'est ça. Bah, c'est un catcheur. Là, c'est un clan, pour le coup. Oui, non, mais oui, c'est un catcheur de clan, de clan et d'équipe. De clan et d'équipe. Parce que bon, voilà, non, mais là, ça lui permet en fait d'avoir à part sa prise de titre US, on s'en fout un peu. Allez voir ce match face à Gunther. Bah, c'est un de ses 2 5 étoiles. C'est ça, il a 2 5 étoiles dans sa carrière, et tu as ses premiers. Et le deuxième, c'est face au même adversaire. Il y a le même adversaire dedans. Ce match est génialissime. Il est pompé comme jamais. Je sais plus si on a dit que c'était pour le titre intercontinental. Je sais plus si on l'a dit. Peut-être on l'a dit. C'est pour le titre intercontinental, et comme il l'a jamais eu, tout le monde veut qu'il le gagne. Sauf qu'il affronte le boss final, déjà à l'époque. Gunther qui perd pas. Et le match, la pop est génialissime. On a l'impression que vraiment Cardiff c'est sa ville alors qu'il est irlandais, mais les gens sont à fond derrière Sheamus. Il va perdre malheureusement. Mais le match est génial. Il va avoir un match ultra cool à Extreme Rule. Les Brawling Brutes contre Imperium, donc l'équipe de Gunther, dans un Donnybrook match encore une fois, qui est trop bien. Le match est vraiment trop fun. Parce que surtout, c'est ce que je regrette avec Gunther, ils auraient dû laisser Imperium aussi. Fabien Ackner, lui, il était viré, et l'autre c'est devenu Grand Americano. Ah bon? Voilà, le Kaiser, mais Imperium c'est sympa. Moi je sais, ouais, je suis d'accord. Mais c'est vraiment une bonne rivalité autour de Gunther, qui est vraiment cool. Derrière, ils vont faire équipe avec Drew McIntyre pour aller affronter la Bloodline dans un Wargame. Et Kevin Owens aussi. Et Kevin Owens, ouais. Qui est du côté des... Oui, Kevin Owens et Drew McIntyre et les Brawling Brutes contre la Bloodline. Voilà, c'est ça. Mais ils vont perdre. Parce que il est génial. C'est un des wargames que j'aime bien. Pourtant, j'aime pas le wargame. Mais c'est celui avec Sami Zayn qui protège tout le temps Roman Reigns. C'est vraiment, c'est le. Oui, parce que le Royal Rumble qui suit, c'est le moment-là où on a le match Sami Zayn face à Roman Reigns. Exactement. Bah, Elimination Chamber. En Royal Rumble, c'est Kevin Owens, Sami Zayn. C'est Kevin Owens contre Roman Reigns. Où Sami Zayn, en fait, il pète les plombs et qu'il met un coup de chaise à la fin à Roman Reigns. Et ça les amène à Elimination Chamber. À mourir. C'est dans cette année-là, en fait. J'ai envie de pleurer. Voilà. Mais du coup, il participe au Rumble, il se fait éliminer par McIntyre et Gunther. Après 52 minutes de match, quand même. Hein. Ouais, les deux, et pourtant, il a 45 piges. Ouais, bah on est... Et on arrive à WrestleMania 39. Qui est son deuxième match 5 étoiles. Allez le voir, c'est pour moi l'un des meilleurs matchs de WrestleMania 39, voire le meilleur. Match de papa entre McIntyre, Sheamus et Gunther. Pour le titre intercontinental, mais qui va être conservé par Gunther. Donc il le prend pas le titre intercontinental. Et c'est un putain de match. C'est un putain de match, il est génial ce match. Et finalement après, j'ai pas envie. Après, pour moi, il y a plus rien à dire, parce qu'en fait, il se blesse gravement à l'épaule à SummerSlam 2023. C'est ça. Il a 8 mois d'absence et il revient en avril 2024 et on recommence un petit peu la fameuse. Où on pense que toi et moi, il va rentrer en rivalité avec Gunther. Non, pas avec Gunther, avec Rousseff. Avec Rousseff. Ça donne une rivalité de merde. Il n'y a pas grand chose et qu'aujourd'hui, il fait partie du roster, mais en fait, c'est même plus une attraction, c'est juste un catcheur lambda qui est là pour faire plaisir aux gens d'être là. Aujourd'hui, il a 48 ans, mais c'est peut-être la carrière la plus bizarre qu'on a eu à traiter depuis qu'on fait les couloirs du catch. Ouais, c'est désolé si ça a été un peu fouillis les amis, mais en fait quand on fait la carrière de catcheur, c'est vraiment le mec est au pic, il descend, on le remet un petit peu, il redescend, on le remet un tout petit peu, et après on le laisse. Puis en fait on peut presque la diviser en 4 ou 5 parties. Donc le parti de ses débuts où il touche les titres, et le Royal Rumble et tout ça, quoi, le parti de ses débuts. On peut mettre, aller jusqu'au titre, une période de creuse,
il retouche son retour, il touche leur titre en 2015 avec son retour Roman Reigns. Ouais, mais moi ce que je retiens dans ces titres, c'est son run pour la. Non mais après, non mais je parle si on peut séparer sa carrière en plusieurs parties, c'est ça en fait. Ouais. C'est ses prises de titre au début, et après ça part et ça revient avec Roman Reigns. Ouais. Après c'est l'équipe. Après c'est l'équipe avec The Bar. Je me blesse, je reviens, je refais une équipe avec les Brutal les Brawling Bros, merci. Finalement, je me reblesse, je reviens. Mais à ce moment-là, il est ultra pertinent. Parce que le mec, en fait, on se dit que il est en fin de carrière, c'est un gars qui va coucher des jeunes, et en fait, il fait des bangers dans le ring. Ouais. C'est ça qui est ouf. On se rend compte que les gens se rendent compte enfin que c'est un excellent catcheur. Mais c'est un excellent catcheur. Bah oui, mais en fait, les gens s'en rendaient pas compte à ce moment-là. En fait, là, ça lui a permis d'avoir, on va dire, encore plus de notoriété par rapport aux yeux des fans, où ça devient quelqu'un d'ultra apprécié. Ouais. À tel point que même WWE va faire un énorme plaisir à Edge et à lui. Il va avoir le dernier match de Edge pour la WWE. On a oublié de le dire à SmackDown. Non, mais c'est bien que tu le dises maintenant. Voilà, donc le match est génial. Franchement, ce match-là, il est ultra émotionnel et j'aime beaucoup ce match. Mais et là, oui, comme tu dis, il fait partie du roster. Bah là, on est dans un mec qui est encore actif, donc du coup, on n'a plus rien d'autre à dire pour la fin de la carrière. Si tu veux, on peut parler de tout ce qu'il y a autour de Sheamus avant de finir. Ouais, on peut se prendre quelques minutes. C'est un catcheur qui a. Alors, moi, j'ai quand même envie, avant que tu passes à ça, de refaire un petit point quand même palmarès, parce que je trouve que c'est rigolo quand même de le redire. Je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, mais c'est pas grave. 3 fois champion WWE, une fois champion du monde poids lourd, c'est son meilleur règne. Ouais. 3 fois champion des États-Unis de la WWE. 4 fois champion par équipe à Raw avec Cesaro, donc à l'époque où ça se passe le titre. Patate chaude. Moi, ça m'énerve, l'histoire de patate chaude, ça me saoule un peu, mais en soi, ok. Une fois champion par équipe de SmackDown avec Cesaro, donc il a eu les deux titres. Vainqueur du King of the Ring, vainqueur du Royal Rumble, vainqueur du Money in the Bank 2015. Après les Slammy Awards, je m'en bats le nœud. Et il lui manque juste le titre ce putain de titre Et vraiment, quand on a eu le mania entre Gunther et Sami Zayn, je voulais tellement que ce soit Gunther, quoi. Ils auraient pu faire justement leur revanche de mania d'après, où ils auraient pu enfin usurper le titre, quoi. Et pour revenir, donc tu dis que tu veux qu'on fasse un petit peu hors ring, c'est ça? Hors ring, donc du coup, comme j'avais dit en début de vidéo, allez voir la Celtic Warrior Workout, c'est sa chaîne YouTube. Ouais. Si vous aimez un peu les vidéos de musculation, c'est génial parce qu'en fait, il fait des vidéos en fit avec tous les catcheurs. Ouais. Et en plus, il y a eu une période où il invitait des catcheurs hors WWE, en plus. Donc, comme quoi c'est cool. Et ça permet de voir... Le nom de sa chaîne, tu l'as dit, mais tu peux le redire. Celtic Warrior Workout. Merci. Il est tellement sympa. J'adore les discussions qu'il a avec les autres catcheurs. Il me demande aux autres catcheurs comment ils s'entraînent. Et du coup, il essaie de faire la même. Et il a dit dans une interview assez récente pour Al-Wani, là, où il a dit le pire, c'est les filles. Il a dit je meurs à chaque tournage avec les filles. L'une des dernières qu'il a postées, c'est un entraînement avec Sal Ruka, où elle est monstrueuse dans ses entraînements. Et en fait, il a dit j'ai cru que j'allais crever. Après, c'est pas le même cas. Après, il faut pas oublier que même s'il est encore monstrueusement jacked, il est pas loin des 50 ans. Il a 48 ans et t'as plus le même cardio. C'est ça, mais du coup de le voir galérer à faire les entraînements avec les autres, c'est très rigolo. Surtout que des fois, il a fait un entraînement avec Dominic Mysterio, c'est son pote, donc on voit la complicité entre les deux. Et on voit vraiment que c'est un mec en or, vraiment. C'est vraiment quelqu'un que j'ai énormément de sympathie pour lui. J'adore l'écouter parler, hors qu'il est faible justement, tu vois, pas en tant que personnage, mais en tant qu'homme, de l'écouter parler, je le trouve très cool. L'autre truc que j'avais envie de parler, c'est qu'il fait quand même Rocksteady dans les Tortues Ninja. Bah moi j'allais te dire que, alors tu m'as devancé, c'est qu'il a quand même une filmographie. Moi je trouvais 4 films. Ouais. Ultime Évasion, je sais pas ce que c'est en 2008, c'est de Rupert Wyatt, je sais pas trop ce que c'est, enfin bref, c'est un film en Royaume-Uni irlandais. Okay. Donc bon, c'est un film vraiment britanno-irlandais, bon c'est pas, voilà, on est en 2008, donc c'est vraiment quand il est tout jeune. Il joue dans Une famille sur le ring, qui est le biopic sur Paige. Il joue dans Le Catcheur masqué, c'est un film Netflix, faut pas regarder ça quand on a notre âge. Ouais, ok. C'est un film pour enfants. Okay, c'est un gamin d'11 ans qui trouve un masque, qui quand il le porte, lui donne les pouvoirs des catcheurs. D'accord, ok. C'est un peu comme les films où le mec il trouve... C'est pas le film où il y a Big Show dedans? Oui, bah il y a John Cena, je crois, qui fait une apparition, un truc comme ça, oui. Mais en fait, c'est parce que ça me fait un peu penser à tous ces films, comme quand le gamin, les enfants, ils touchent il trouve une paire de baskets et hop, il devient basketteur. Ah oui, tu vois, il y a Kofi Kingston, The Miz, Sheamus, Matt Polinsky, Renee Young. Ouais, voilà, il y a... On s'en fout. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il a joué Rocksteady en 2016 dans les Tortues Ninja.
Et je trouve qu'il le porte tellement bien parce qu'on le voit humain, donc on le voit en tant que... Mais pas longtemps. Pas longtemps, et après il devient le rhinocéros, les deux Golemons de Shredder, et il me fait mourir de rire. Il est pas mal. Je le trouve très rigolo. Moi. Ça vaut pas les films Tortue Ninja que j'ai connus quand j'étais gamin. Ouais, mais le premier Tortue Ninja de Michael Bay, je l'aime bien celui-là. Ouais. Après, ça part un peu en couille, mais moi la scène où il tombe de l'hélicoptère avec le tank, et que tu te dis c'est bon, ils s'en sont débarrassés des deux guignols, et qui ressort de la cascade avec le tank et qu'il y a le gros rhinocéros dedans, ça me fait mourir de rire. C'est tellement over the top que ça me fait rire. Il y a pas de souci. Mais en fait, Sheamus, je te propose qu'on arrive tout doucement à la conclusion. Ah bah oui, on a fait pas mal dessus. Hein. Mais finalement, ouais, Sheamus, carrière étrange, carrière bizarre, carrière de haut et de bas. C'est vraiment des montagnes. Et chaque fois qu'on l'a remonté, il n'a jamais été aussi haut que la fois précédente. Oui. Oui, à chaque fois, ça, on a l'impression qu'il y a un plafond. En fait, on l'a mis en main event, on s'est dit on va le mettre main event tout de suite, sauf qu'en fait, c'est un faux passage de main event parce que il perd tout. DQ ou... Voilà, c'est ça. Et qu'en fait, derrière, plus on avance, plus on a l'impression qu'on lui met un plafond de verre. Genre, en fait, non, tu devais pas être à cette place-là, en fait. Ce qui est complètement dommage parce que le gars, il a vraiment le physique des mecs WWE. Il est unique comparé à d'autres big guys. Il sait très bien catcher. C'est un très bon talker, on l'a pas assez dit, parce qu'en fait, il fait quand même des promos très très corrects. Musique géniale. Et en fait, plus on avance dans l'émission et plus on se dit merde, ça on s'en fout. Et ça m'attriste parce que j'aime beaucoup Sheamus. Mais tu vois, je me rends compte que le gars, il a jamais été considéré, quoi. Mais par contre, tu vois, je me suis souvent dit, ouais, aujourd'hui, Sheamus, il va atteindre ce statut de légende de par sa longévité. Oui. Parce qu'il va atteindre la légende de longévité. Et en fait, finalement, ouais, mais c'est compliqué de dire qu'aujourd'hui, ce mec est une légende. Non, c'est un excellent mid-carder par mid-carder de la WWE. C'est qu'en fait, je pense que si on fait un jour une émission sur Dolph Ziggler, on va arriver à la même conclusion. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec ces mecs-là. Parce qu'on a une époque où c'est ça. Regarde, finalement, en fait aussi, parce que c'est l'époque où je me plains tout le temps, où il n'y a pas eu de création de stars à part The Shield, et on le voit bien parce qu'on a retracé ces années-là. C'est que t'as les mêmes mecs en top, donc au début c'était les mecs de la Association Era et encore les anciens mecs de la Latitude, donc Taker, Kane. Ah, excusez-moi. Alice, chut. Taker, Kane, Triple H qui sont encore là et qui trustent sur la carte. Ensuite, derrière c'est les mecs de la Association Era, John Cena, Batista, Randy Orton. Et qu'en fait, au moment où on se dit cette génération-là qui a parce que lui, il a commencé à faire période de terre, donc c'est John Cena en top. On se dit, ça va être un des visages qui va être au niveau de ces mecs-là. Et non. Et quand il y a une nouvelle génération, c'est The Shield, et lui, il restera en bas. Mais en fait, tu vois, c'est-à-dire que, moi aussi, ce qui m'embête, c'est que lui, il fait partie vraiment c'est l'archétype du catcheur qui a subi le 50-50 booking. Oui. C'est vraiment ça. C'est le mec à qui on a dit, tu perds le premier, tu gagnes le deuxième, tu perds le premier, tu gagnes le deuxième. Parce que si demain, on retrace la vidéo du New Day, avec leur booking dans les mêmes années qu'il y a The Bar, on aura la même chose. Alors ils ont gagné là, mais ils ont perdu la semaine d'après. Et en fait ça, je me rends compte que ça casse la legacy des catcheurs. Ça casse un peu les catcheurs. C'est ouf que les gars, on s'en rend compte vraiment en tournant la vidéo. On s'est pas dit ça quand on s'est dit on va faire une vidéo sur Sheamus. Et j'ai l'impression même que tu vois que finalement Sheamus n'a jamais eu une rivalité où on peut dire qu'il l'a gagné à 100%. Bah ouais. Tu vois, que quoi qu'il arrive, il a jamais pris un catcheur. Il y en a peut-être eu, mais comme ça, un truc marquant, il y a forcément eu un moment où il a perdu un match. Et ça, après, c'est normal de perdre un catch, mais sauf que comme tu dis, comme c'est le ballon brûlant, c'est la patate chaude. En fait, on retire pas de rivalité marquante, malheureusement. C'est ça. En fait, c'est ce qui fait que c'est oubliable, et en fait, c'est là qu'on va se terminer là-dessus. Ah j'allais te le dire. C'est que quand on arrive dans leur nouvelle, la moderne era, post-génération NT1, ouais. Jusque fin du Thunderdome, ouais. Il y a rien. Je suis d'accord. Je pense, là, on se plaint beaucoup de 2025 WWE, mais je me rends compte qu'en fait, ces années-là, c'est probablement les pires, en fait. Je suis totalement d'accord avec toi, et j'ai même, entre guillemets, rien d'autre à te dire. Parce que j'ai vraiment envie de dire, ouais, que c'est ça, c'est vraiment la patate chaude, et qu'à la fin, tu ne peux plus créer de vraiment superstars. Et on revient toujours au même point que je dis depuis la création des couleurs du catch. Mais ça y est, en tout cas, je te remercie, parce que j'ai vraiment pris du plaisir à faire cette émission. Vraiment, c'était sympa de parler d'un catcheur un peu plus actuel, un catcheur qui va parler à tout le monde.
On compte sur vous une dernière fois, les amis, pour faire vivre cette émission. On a besoin de vous, encore une fois, je le redis, cette émission des couleurs du catch, c'est la vôtre. C'est nous qui parlons, mais c'est vous qui nous écoutez, c'est votre émission. Si vous avez envie qu'on traite d'un sujet, d'un catcheur en particulier, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez un souvenir qu'on a oublié, une petite erreur qu'on a faite, ce qui est fort probable, n'hésitez pas à la dire. Là, par contre, tout ce qui est date et tout, on est d'accord, on va un petit peu laisser de côté parce que ça vaut pas le coup. Ça me permet de vous poser une question, mettez-le dans les commentaires. Si on refait un catcheur actuel, est-ce que on skip? Parce que Thomas a pris la décision, il a eu raison qu'on skip un peu justement toutes ces phases de mid-card pas intéressantes. Si on fait par exemple la carte de Drew McIntyre comme on veut, on va retomber sur ce même schéma des fois. Est-ce que vous voulez qu'on parle que des moments marquants ou que vraiment on ne parle de tout, mais on ira vite sur les moments pas importants? Je me dis, tu vois, les moments pas marquants ou les moments comme ça, en fait, si c'est pour dire il a gagné lui, il a perdu, il a gagné lui, il a perdu, je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant. Mais donnez-nous vos retours là-dessus. Ouais, donnez-nous, dites-nous, c'est vous aussi qui pouvez faire améliorer cette émission. Et encore une fois, et on va conclure là-dessus, comme ça on va pouvoir tous les deux aller se coucher chacun chez soi. C'est surtout que je m'excuse si la qualité sonore de l'émission est pas exceptionnelle, parce qu'aujourd'hui on a tourné chez moi et pas chez Messaya parce qu'il a eu un petit souci de voiture. En tout cas, les amis, je vous remercie. Messaya, je te remercie. Vraiment sympa d'avoir fait cette émission avec toi, pardon. Et les amis, je vous dis à très bientôt. Salut!